avant de démarrer donc, toute cette partie de présentation, on va démarrer par une partie introductive. Donc Thomas Joanneau, mon collègue du CEREMA, va vous présenter une petite activité. Donc vous avez normalement accès dans la partie chat à un questionnaire Klaxoon. Et je laisse la parole à Thomas qui va donc animer cette partie. Merci Marie, bonjour à toutes et à tous. On est très heureux de vous retrouver pour ce 23e webinaire à Vélo 2. Effectivement, je vous propose un tout petit temps d'échange pour tout simplement mieux se connaître, voir un petit peu voilà, où on en est les uns par rapport aux autres, par rapport à ces projets, hein, avec ces projets de vélo longue durée et de dispositifs d'aide à l'achat. Donc je vous ai proposer dans le fil de discussion le lien vers le board Klaxoon qui va nous servir pour échanger aujourd'hui. Je partage mon écran et je vous le montre. Donc vous avez trois choses sur lesquelles vous pouvez vous exprimer. Vous avez d'abord deux petits sondages sur un peu là où vous en êtes en termes de système de euh, location de vélo longue durée et d'aide à l'achat. Donc, pour répondre à ce sondage, ces deux sondages, il suffit de cliquer une première fois dessus. Du coup, voilà, vous avez cette interface qui s'affiche et puis après, il faut cliquer sur voter ici. Et puis, donc, on a voilà, les résultats qui s'affichent en direct. Donc, le premier, c'est: avez-vous un système de location vélo longue durée sur votre territoire? Oui, c'est en cours de structuration. Non, ce n'est pas prévu. Ou oui. Et puis ici, est-ce que vous avez mis en place un système d'aide à l'achat vélo sur votre territoire? Voilà, vous commencez à renseigner le sondage avec les graphiques qui s'actualisent au fur et à mesure. Et puis aussi, on fait une petite tentative aujourd'hui, c'est d'essayer de créer une espèce de FAQ en direct pour voilà, que vous ayez dans les livrables des choses éventuellement des pense-bêtes sur lesquelles vous reposez par rapport aux questions que vous auriez posées. Donc c'est ici, hein, pour commencer, quelles sont vos attentes ou questions sur l'allocation VLD et les aides à l'achat? Donc à gauche, vous avez ce qui concerne le vélo longue durée et à droite, ce qui concerne à l'achat. Donc pour poser votre question, donc vous cliquez sur le petit plus qui est ici en bas de votre écran. Voilà. Si possible, vous coloriez le post-it en rouge, hein, donc ça sera une question. Vous posez la question ici. Hop, vous envoyez, et puis après, elle vient se positionner ici. Et donc, avec l'équipe, on essaiera, au fur et à mesure que les questions sont posées, au fur et à mesure que des réponses qui seront données par des experts ici présents et qu'on remercie encore, eh bien, on essaiera de mettre la réponse en vert. Et du coup, vous aurez dans le livrable cette série de questions-réponses qui sera tout de suite utilisable. Voilà, c'est notre ambition pour aujourd'hui. Donc, pendant que je donne ces explications, eh bien, le sondage se remplit. Hein. Alors, au niveau des résultats, voilà, hein, où est-ce qu'on en est. Hein. Donc, vous êtes, pour ce qui est des systèmes de vélo en libre durée, donc alors ça s'équilibre, hein, vous êtes à peu près autant à soit avoir le système déjà en place, peut-être une majorité de lauréats à vélo 1 dans ce cas-là, ou en cours de structuration, mais il y en a quand même un quart qui n'ont pas encore prévu de mettre en place ce système de vélo en location longue durée. Donc vous venez peut-être par curiosité et peut-être avec la perspective d'un jour eh bien, franchir le pas. Pour ce qui concerne le système d'aide à l'achat, eh bien, voilà, presque la moitié, vous n'avez pas prévu de le faire. Et puis, pour le reste, hein, pour la plupart, vous avez des systèmes qui sont déjà en place, avec pour l'instant 14% d'entre vous, eh bien, des réflexions en cours, des projets, le projet qui est en cours d'élaboration. Je vois que eh bien, ça foisonne de questions et d'attentes du côté du board Klaxoon. Il est 14h10, on peut prendre le temps de les parcourir avant de laisser la parole à nos intervenants. Donc, il y a la question, bien sûr, de la durée la plus efficace de location pour inciter à l'achat ensuite.
des questions très pratico-pratiques sur la composition de la flotte, hein, que ce soit, je pense, en nombre ou même en nature de vélo, des questions sur la gestion, des questions sur le dimensionnement. Donc, beaucoup de questions très concrètes et on s'y attendait pour tout vous dire. Donc, nos experts sont sur le pied de guerre pour répondre à toutes vos questions. Et puis, du côté de l'aide à l'achat, un peu moins de questions, mais voilà, avec notamment des questions sur les conditions de ressources, sur la question des cibles. Je dévoile un autre petit possible sur des questions aussi relatives à l'évaluation et à la connaissance des types de bénéficiaires qui profitent des aides. Donc là encore, c'est des questions, hein, auxquelles on espère pouvoir répondre à travers non seulement les interventions de nos experts, mais aussi des réponses en direct. Voilà, il est 14h10. Marie, je pense que vous pouvez continuer, hein, bien sûr, à alimenter, hein, cette FAQ. Et puis, je pense on peut laisser la parole aux experts pour entamer le contenu du webinaire à proprement parler. Merci beaucoup Thomas. On reviendra effectivement, alors n'hésitez pas à poser parce qu'on reviendra sur ces questions et on y répondra une par une à toutes les questions que vous affichez actuellement dans le board. Mais effectivement, on va laisser désormais la parole à Gwendal Carabeuf. Gwendal, si tu veux. Alors Thomas, du coup, il faudrait que tu départages ton écran pour que Gwendal puisse partager toutes mes excuses, pardon. C'est bon, la voix est libre. Non, c'est bon, je crois que je peux prendre le partage et forcer la main. C'est bon. C'est bon? Allez, super. Tac, tac. C'est parti. Eh bien, bonjour à tous. Gwendal Carabeuf du bureau d'études Indigo. Donc moi, j'interviens essentiellement sur des missions d'accompagnement auprès de territoires qui se lancent dans la création de services de vélo ou alors qui décident de revoir leur mode de gestion ou le dimensionnement et de faire évoluer leur offre de services. Et donc, du coup, l'idée, c'est de venir très rapidement vous présenter en quelques points comment on peut structurer son service, comment on peut le dimensionner et vous donner déjà des premiers points de réflexion à avoir dès lors qu'on veut se lancer dans la création d'un service de location longue durée de vélo. Les quatre points clés, ça va être le dimensionnement, l'offre de location, la contractualisation, et puis quelques points concernant l'exploitation du service. Par rapport au dimensionnement, donc trois approches de base, trois questions à se poser quand on veut dimensionner sa flotte. Déjà, quelle taille de parc on va mettre en circulation par rapport à un nombre d'habitants. Ça faisait partie d'un post-it que j'ai vu passer, je crois, sur le board. La question de la diversification du parc, ça c'est quelque chose que je n'avais pas vu encore passer, mais qui relevait, je crois, d'une ancienne question qui avait été posée. Et puis, je viens aussi donner des ordres de grandeur, des éléments de comparaison entre le vélo en libre-service et puis la location longue durée. Donc, le dimensionnement, ici, je vous présente des éléments de l'étude ADEME qu'on avait fait en 2020, parce qu'en fait, c'est encore à l'heure actuelle les éléments qui sont le plus consolidés par rapport à une offre de location de vélo en location longue durée. Et donc, ce qu'on voit apparaître sur ce graphe, c'est notamment le nombre de vélos répartis en fonction des tailles de territoire. Donc, à gauche, c'est le nombre d'habitants qu'on a entre 20 et 50 000, entre 250 et 500 000. Et puis, à droite, ce qu'on va voir, c'est le nombre de vélos qui sont en circulation et puis le nombre de vélos mécaniques, mécanique et VAE. Donc, on voit qu'en fait, ce n'est pas les plus grandes métropoles qui ont les parcs de location de durée les plus importants en France, parce que on va voir plus tard, elles se sont plutôt consacrées sur le vélo en libre-service jusqu'à maintenant, mais c'est plutôt des tailles juste un petit peu en dessous, typiquement Grenoble, Strasbourg, qui historiquement avaient des parcs très importants en location longue durée, qui avaient fait le choix de la location longue durée, et qui du coup représentent aujourd'hui les plus gros parcs pour 10 000 habitants. Et puis d'ailleurs, ce qu'on voyait qui était aussi intéressant, c'était le fait que finalement, ces parcs étaient présents dans différentes typologies de territoires, et même sur des territoires relativement modestes, 20 50 000 habitants, dans lesquels on voit des parcs apparaître. Ce qu'on voit aussi, c'est que plus on descend dans les tailles de parcs, et plus en fait le pourcentage de VAE est important, puisque c'est quasiment 100% sur les petits services. Ce qu'on voit aussi apparaître dans un deuxième temps, c'est la façon dont les parcs ont évolué
entre 2015 et 2020, enfin, entre 2016 et 2019, ce sont les données qu'on avait récoltées. Et on voit notamment le fait que le vélo assistance électrique progresse très fortement dans ces parcs proposant location. Et ce qu'on voyait aussi apparaître, c'était le fait que les parcs se diversifiaient. J'ai mis quelques exemples, hein. Nantes, par exemple, qui a un parc qui est très diversifié avec des triporteurs, des vélos pour les personnes à mobilité réduite, des vélos pliants aussi. Grenoble, qui a aussi une base de vélos mécaniques très forte, mais qui a aussi diversifié avec des vélos à assistance électrique, des vélos pliants type Brompton, des vélos rallongés. On a aussi Véligo, hein, qui est dans le même cas avec un parc qui est très diversifié aussi. Et puis derrière, une demande, ce qu'on avait remarqué aussi, c'était que finalement la demande en vélo pliant avait stagné entre 2016 et 2019. Alors probablement, ou en tout cas peut-être à cause de la concurrence des trottinettes électriques, qui sont quand même très efficaces sur des courts trajets en intermodalité. Mais en tout cas, voilà un petit peu pour les tendances concernant la constitution des parcs qui sont proposés en location. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que finalement, le vélo électrique, c'est quand même le vélo dominant dans les parcs. 90% des services de location longue durée en France sont dotés de vélos assistance électrique, alors que finalement, le vélo classique n'est présent que dans un service sur deux. Et puis derrière, on voit après les autres typologies de vélos qui sont un petit peu moins présentes aussi. Alors, un peu moins présentes, ou alors on peut s'en féliciter, mais en tout cas, par exemple, les vélos cargo sont présents dans un service sur 5. Donc, c'est quand même un type de vélo qui a commencé à faire sa place dans les services et d'ailleurs qui continue à se développer aussi. Ici, c'est cette fameuse comparaison entre les parcs de vélos en libre service et les parcs de vélos en location longue durée. Alors, pour la lecture, ce qu'il faut lire, par exemple, ici, c'est que la métropole de Lyon a un parc de vélos en libre service, donc les Véloves, qui représentent 5000 vélos, alors qu'en fait, elle n'a que 1000 vélos en location longue durée. A contrario, Grenoble, qui a fait un choix différent, avait à l'époque autour de 8000 vélos en location longue durée pour quasiment aucun vélo en libre service. Alors, c'est des choses qui ont un petit peu évolué hein, depuis. Il y a une offre en free floating qui est arrivée, mais en tout cas, les orientations politiques sont encore assez similaires à ce jour, avec des choix politiques assez différents en fonction de la typologie de services qu'on souhaite accompagner. Par rapport aux offres de location, pareil, ça c'est des questions que j'ai vu apparaître dans le Klaxoon concernant les formules, la tarification et puis la location renouvelable. Donc déjà, pour commencer, la demande c'est quoi? Quand on a fait l'étude ADEME sur les services vélo, on a interrogé aussi des usagers de services. Et donc, par rapport aux services de location de vélo, ce qui était remonté, c'était dans les demandes, c'était déjà une plus grande diversification du parc de vélo. Voilà, ça c'est quelque chose qui était remonté. Je pense que ce qui est sous-jacent à ça, c'est la demande notamment en vélo cargo, qui était quand même déjà émergente à l'époque et qui s'est depuis vraiment, vraiment affirmée. Et après, pareil, par rapport aux demandes, on va retrouver le renouvellement, le fait de pouvoir racheter le vélo. Et donc, voilà, différentes demandes comme ça qui sont plus ou moins fortes de la part des usagers. Ce qu'il faut retenir, c'est quand même un parc diversifié et puis une demande quand même pour le renouvellement de la location. Par rapport aux formules de location, pareil, je crois que c'était demandé dans le Klaxoon. Voilà, la location aujourd'hui, quand on pense location longue durée de vélo, le format le plus répandu, c'est la location mois. Ça veut dire que sur la totalité des services qu'on avait sondés, 59 services proposaient la location mois. C'est vraiment la durée standard. Et puis d'ailleurs, on va trouver différentes typologies de services, des choses un peu plus touristiques ici, avec les locations à l'heure, à la demi-journée, à la journée, qui sont quand même assez répandues. Hein. Ça part du constat que quand on a une maison du vélo ou quand on a une structure, une agence qui accueille le service, on se dit on a du personnel qui est présent à des horaires quand même assez larges, autant proposer un petit service touristique, notamment au départ de la gare par exemple. Et donc c'est vrai qu'on retrouve quand même très souvent ces formats courte durée. Et puis après, ce qu'on va retrouver aussi finalement, c'est location trimestre, location à l'année, des locations sur 9 mois plutôt format universitaire, qui sont quand même un petit peu répandus. Et puis ce qu'on avait aussi retrouvé, alors cette fois-ci, c'est pas forcément en lien avec les durées, mais plutôt avec les conditions de ressources, c'était des services, 19 services sous conditions de revenus, et puis une vingtaine de services avec des tarifs couplés aux abonnements de transport.
La tendance par rapport à cette tarification, c'est que les tarifs sur conditions de revenus sont plutôt en augmentation aujourd'hui, hein. Il y a, voilà, les territoires déclinent leur offre de transport en commun avec des tarifs sociaux dans leurs services de location de vélo. Et puis après, donc, les questions qu'on se posait au moment d'interpréter ces données lors de l'étude ADEME, c'était finalement cette location courte durée, est-ce qu'elle est vraiment pertinente dès lors qu'on a des acteurs privés qui sont présents sur cette activité? Donc ça fait partie des questions à se poser, hein, si vous êtes sur un territoire peut-être avec une vocation touristique. Et puis derrière, en fait, ces locations courte durée, finalement, elles coûtent assez cher en gestion parce qu'il faut expliquer comment fonctionne le vélo, vérifier le vélo quand il revient, et en tout cas, d'un point de vue gestion, c'est vrai que ces locations courte durée peuvent représenter un coût supérieur pour la collectivité, pour l'exploitant. Après, la question de l'abonnement renouvelable, ça c'est une question qui est d'actualité. Donc en fait, on avait quand même des résultats qui étaient assez étonnants, hein. Quand on a fait le sondage auprès des exploitants, on avait quand même un peu plus d'un tiers des services qui proposaient la location de manière renouvelable, donc voilà, sans limite de durée. On avait un peu plus d'un tiers des services qui ne proposaient pas du tout de location renouvelable. Et puis on avait des services un peu hybrides dans lesquels en fait les vélos normaux mécaniques étaient renouvelables alors que les VAE, eux, ne l'étaient pas. Donc voilà, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que la location non renouvelable n'est pas la règle. Parce que les gros services, par exemple, comme Véligo ou My Vélo à Lyon, ne sont pas en renouvelable. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, en fait, il y a quand même beaucoup de services qui proposent la location renouvelable et que ça fonctionne très bien. Et que ça permet notamment, ici, je vous ai mis à gauche les avantages et inconvénients enfin plutôt la partie avantage justement de la location renouvelable ou non renouvelable. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on a du renouvelable, notamment sur du VAE, déjà, le service rencontre un succès et donc on arrose le territoire avec des vélos à essence électrique. On change un petit peu la perception du territoire. On crée une masse critique de cyclistes sur un territoire. Et ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant dans un premier temps, notamment quand on amorce la politique vélo, pour rassurer, mettre des vélos en circulation sur un territoire et créer de la pratique vélo. Et peut-être que dans un deuxième temps, quand on aura atteint des parts modales beaucoup plus importantes, on pourra éventuellement se poser la question de ne pas avoir de renouvelable. Ça, c'est les questions, nous, qu'on aborde quand on accompagne les territoires. Pour toujours poser la question, ne pas avoir systématiquement le réflexe de non renouvelable, mais bien prendre le temps de se poser la question du renouvelable, parce qu'elle est stratégique quand on veut développer la pratique sur un territoire. Ici, d'autres éléments par rapport à la tarification. Je crois que c'était aussi un petit post-it qui était remonté dans le klaxon. Donc là, je vous ai comparé deux grilles de prix de service. Alors, c'est sur le même vélo, hein, c'est un vélo arcade, assistance électrique avec un moteur roue avant. Donc voilà, sur la même prestation, même vélo, l'entretien est inclus. Et en revanche, on va avoir des logiques tarifaires qui sont assez différentes. Avec à gauche, donc les tarifs proposés par le Grand Toitier, hein, avec le service CAP sur le vélo. Et où en fait, sur ce service, on a donc des choses qui sont intéressantes, notamment déjà le premier, c'est un tarif qui varie en fonction du quotient familial. Et puis, on va avoir ici, par exemple, pour les entreprises, un tarif progressif. D'abord 70 €, puis 100 € quand on décide de maintenir le vélo en location. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ici, ce qu'on va retrouver aussi, c'est cette notion de premier mois de location qui coûte moins cher que les mois suivants. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, ce service propose une progressivité dans son tarif. À l'inverse, si on s'intéresse à la grille de tarif de Velila, et cette fois-ci, on a un tarif qui est dégressif dans le temps. Plus on loue longtemps, et moins ça coûte cher. Et même l'économie réalisée est même chiffrée ici, en fonction de l'évolution dans le temps. La question qu'on se pose quand on voit ces tarifs, c'est en fait de savoir c'est quoi la cohérence de ces grilles tarifaires par rapport à l'objectif de fidélité. C'est vrai qu'un tarif dégressif dans le temps, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup quand on prend un abonnement pour un téléphone portable, pour une box, ou quand en tout cas il y a un objectif de fidéliser un client, et en fait on applique un tarif dégressif pour qu'il s'engage sur la plus longue durée possible. Sauf que là, quand on est sur ces services de location longue durée de vélo, parfois l'objectif de la collectivité, c'est de faire en sorte que
que l'abonné ne soit que de passage sur le service et éventuellement quitte le service pour acheter son propre vélo. Et dans ce cas-là, il faut que la grille tarifaire soit cohérente. Et c'est ce qu'on va retrouver sur Cap sur le vélo, avec des tarifs qui augmentent plus on est abonné longtemps et plus ça nous coûte cher. Pareil, voilà, ça c'est un point que je voulais quand même vous montrer. C'est important d'avoir une grille tarifaire qui est cohérente avec la stratégie qu'on a sur son service. Après, par rapport à la contractualisation, donc là je vous montre un petit schéma qui permet, voilà, c'est vraiment une première approche de l'analyse des modes de gestion. L'analyse des modes de gestion, c'est un exercice qui est quand même assez technique quand on le fait avec les territoires. Donc, c'est beaucoup plus long. J'aurais pu passer quasiment une demi-heure ou 3/4 d'heure sur ce sujet uniquement. Mais là, c'est juste pour avoir une première logique, c'est cette notion du besoin par rapport au territoire. Quand on initie le besoin sur un territoire, on va dire que le risque est assumé par la collectivité. Donc, qui soit fait son service en régie, soit achète la prestation auprès d'un opérateur. Les recettes sont gérées par la collectivité. Quand on a établi un besoin sur un territoire, et ben là, en fait, on peut commencer à se lancer dans des DSP, donc dans le fait de déléguer l'exploitation du service à quelqu'un qui, lui, va prendre un risque industriel, notamment parce que c'est lui qui va empocher les recettes et autofinancer son service, en partie, par rapport à ses charges. Et puis derrière, quand on est dans un troisième cas de figure où on a cette fois-ci établi une pratique et puis un modèle économique, et ben cette fois-ci, éventuellement, la collectivité peut se retirer et laisser la place à des opérateurs privés de location de vélo. Logique toute simple, mais ceci dit, c'est au moins une première base que vous pouvez avoir en tête par rapport à l'exploitation de vos services. Et après, si on regarde un petit peu qu'est-ce qu'on constate en France, qu'est la photographie, on voit que finalement, c'est aujourd'hui la régie qui est le plus répandue dans les modes de gestion, si on prend l'intégralité des services de location en France. Et puis derrière, finalement, c'est l'autre moyen de gestion le plus gros, la DSP spécifique, et puis d'autres modes de gestion au fur et à mesure. La tendance qu'on a actuellement là-dessus, c'est effectivement, il y a des territoires de plus en plus petits qui se lancent, donc plutôt sur des marchés. Finalement, le marché a tendance à remonter. Et puis, on a aussi la SPL, je pense que Julien reviendra dessus tout à l'heure, mais effectivement, la SPL qui est un outil qui est pratique pour s'adapter à une croissance très rapide d'un service. Et on va retrouver aussi cette logique des modes de gestion par rapport aux tailles de parc. Le mode sous convention, c'est effectivement quelque chose qu'on retrouve dans des petits parcs de vélo en location. Et puis la DSP, c'est effectivement sur des parcs beaucoup plus importants. Les marchés s'y font un petit peu dans la tranche haute aussi, en taille de parc. Dernier point que je voulais vous montrer, donc l'exploitation, dans lequel j'intègre en fait la façon de l'outil qui va permettre de gérer le service et de le proposer à la population. Et là-dessus, je voulais simplement que vous vous interrogiez sur l'itinérance du service. Pas avoir forcément de réflexe d'avoir une maison du vélo ou une agence qui coûte relativement cher en gestion quand même, à partir du moment où il faut mettre des agents en permanence à l'intérieur pour assurer de l'accueil. Et finalement, une des tendances actuelles, c'est sur des petits territoires notamment, c'est d'avoir des services qui sont mobiles, avec une agence mobile qui permet en plus d'aller irriguer et arroser tout le territoire. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant, aller au contact des populations ou des personnes qui sont salariées d'entreprise. Et donc, on va retrouver ici différentes initiatives qui permettent de, entre guillemets, se passer d'une agence centrale ou d'une maison du vélo. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Après, il faut se poser des questions, mais en tout cas, ça fait partie des solutions qui aujourd'hui sont de plus en plus déployées. Donc ici, avec Nantes et le service Biclou en haut à droite, métro vélo en bas à gauche avec la vieille camionnette du service. Et puis ici, des formules un peu plus récentes, une remorque cette fois-ci métro vélo qui permet de rester un peu plus longtemps sur un site. Et puis à droite, le kiosque Véligo qui avait été utilisé notamment pour la promotion du service en Île-de-France. Donc voilà un petit peu des points qui me paraissaient intéressants de vous montrer pour avoir une première approche sur vos services de location. Voilà, mais je pourrais en parler pendant très longtemps, mais je vais me plier à l'exercice du temps maîtrisé. Temps très très bien maîtrisé. Merci beaucoup Gwendal pour tous ces éléments. Je regarde, mais je vois que pour l'instant, il n'y a pas eu de questions. Ça vous a laissé vraiment avec plein de
plein de réflexions avec toutes les questions qui sont répondues sur Klaxoon. Est-ce que on peut aussi prendre le temps de, si quelqu'un veut poser sa question tout de suite, sinon il y aura un temps de questions-réponses encore une fois à 15h15 pour pouvoir y répondre. Mais n'hésitez pas vraiment à utiliser le chat pour poser toutes vos questions ou demandes de recommandations ou précisions que vous souhaiteriez voir abordées. S'il n'y a pas de questions actuellement, on va du coup continuer avec la présentation de Julien Magnier de l'agence Écommunité. Julien, est-ce que tu peux… Alors, du coup, Gwendal, est-ce que tu peux désactiver ton partage d'écran? Merci. Ok, du coup, il peut prendre la main. Ouais, j'arrivais pas à le désactiver d'ailleurs. C'est parfait. Julien, est-ce que… Vous voyez bien mon écran? C'est bon. Oui, ton micro fonctionne et on a bien ta présentation. Par contre, on voit… Bon, si tu peux mettre en plein écran, c'est mieux. Sinon, c'est pas très… On voit bien aussi. Il y a les fenêtres de partout, du coup. Hop, affichage. Est-ce que c'est mieux? Attends, ça charge. Oui, c'est bon, c'est parfait. Parfait. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Julien Magnès, le directeur de l'agence Écomobilité, donc société publique locale en Savoie et Haute-Savoie. Donc Marie et Thomas m'ont demandé à la fois de vous faire une présentation de ce qu'est l'agence aujourd'hui et de la particularité de son statut en société publique locale, et puis un zoom sur les activités qu'on a, notamment sur l'exploitation de services vélos, avec une très grande diversité de modèles d'exploitation adaptés aux volontés politiques qui sont très différentes d'une collectivité à une autre. Donc, on a fait le choix plutôt d'être assez exhaustif dans les exploitations qu'on a. J'irai donc assez vite. Et voilà, ça vous permet de voir le type de sujet qu'on aborde. Et si après, voilà, vous avez des questions, si vous voulez qu'on prenne contact après ce webinaire, voilà, ça vous permet d'avoir un paysage un peu complet de ce qu'est la SPL aujourd'hui. Donc, l'agence Écomobilité, c'est une structure qui est ancienne, hein, puisqu'on a fêté nos 20 ans en 2001. Une structure qui a été créée par une volonté politique des élus de Chambéry de mettre en place un service vélo en 2002, donc bien avant Vélov, Vélib et le développement du vélo qu'on connaît aujourd'hui. Donc, l'agence a été créée d'abord sur le territoire de Chambéry, puis s'est développée notamment au début des années 2010 en Savoie, puis en 2017 en Haute-Savoie. Et en 2019, enfin, dès 2018, les élus qui finançaient l'association ont fait le choix de transformer le statut d'association en société publique locale. Alors, société publique locale, c'est un statut qui est assez récent. Il y a à peu près 500 sociétés publiques locales en France en fin d'année 2022. Il y en a une quarantaine dans le domaine des transports. Il y en a 39 qui sont dans l'exploitation de transports en commun urbains ou interurbains. Et il y en a une dans le domaine des nouvelles mobilités, qui est donc l'agence Écomobilité. Le principe d'une SPL, si vous n'avez pas la connaissance de ce statut, c'est que ça nous permet d'être l'outil direct des collectivités qui sont membres de la SPL. Et donc, elles sont toutes actionnaires de la SPL. La limite, c'est qu'on ne peut travailler que sur le territoire de nos collectivités membres pour leur compte. L'intérêt, par contre, c'est qu'on peut travailler en direct, hein, sans mise en concurrence, puisqu'on devient l'outil direct de la collectivité. Donc, on a un très fort développement depuis le passage en SPL. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui font que la structure se développe fortement. Il y a le nouveau statut qui fait que les collectivités nous missionnent beaucoup plus facilement. Elles maîtrisent beaucoup plus leur outil, hein, puisqu'on est l'outil des collectivités. Il y a la question de l'après-Covid qui fait que le développement du vélo, ben, voilà, c'est vrai partout en France et donc c'est vrai en Pays de Savoie. Et puis, en 2020, des nouveaux élus qui arrivent aux manettes et avec une sensibilité encore plus forte sur les questions d'écomobilité et donc de forte sollicitation, qui fait qu'aujourd'hui, on travaille avec 17 collectivités qui sont membres de la SPL en Savoie et en Haute-Savoie, plus précisément 16, et la 17e étant la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous permet d'intervenir sur l'ensemble du périmètre de Savoie et Haute-Savoie, sur des territoires qui ne sont pas membres de la SPL, quand la région est compétente en matière de mobilité pour le compte de l'EPCI. On a un conseil de développement qui est composé de 22 membres et l'objectif de l'agence, c'est d'accompagner les collectivités, quelles qu'elles soient. Donc, on a des gros périmètres de collectivités, on a des syndicats mixtes, on a des grosses comités d'agglomération, que sont par exemple Grand Chambéry et Grand Annecy. Et puis, on a des plus petites communautés de communes qui, notamment, ont pris la compétence dernièrement et se posent beaucoup de questions et partent presque d'une feuille blanche. Donc, on se donne pour ambition d'accompagner la collectivité à la fois dans le volet définition des potentiels, études et stratégies, mais aussi planification de projets et animation des dispositifs. L'idée étant bien d'aller jusqu'au bout, jusqu'à l'exploitation des services. Donc l'agence aujourd'hui, c'est une équipe d'un peu plus de 55 salariés maintenant et un budget de 3 millions d'euros sur 2022.
L'agence est composée en fait de plusieurs pôles de compétences qu'on met donc à disposition des collectivités, qu'elles activent ou non en fonction de la volonté qu'elles ont. Elles peuvent faire appel à nous en direct, mais elles peuvent faire le choix de prendre un autre opérateur et elles peuvent faire le choix d'activer et d'ouvrir que certains tiroirs. Donc, on a aujourd'hui 8 pôles de compétences. Un sur le pôle aménagement cyclable, où on travaille sur des schémas directeurs vélo et sur la mise en place d'aménagement cyclable pour le compte des territoires. Un sujet pôle études et information multimodale, dans lequel on gère notamment des centrales d'appel, des centrales pour le transport scolaire, mais également des pôles, des études générales de mobilité, notamment sur des plans de mobilité simplifiés par exemple. Ensuite, on a des pôles d'animation avec des pôles un pôle sur les plans de mobilité employeurs, donc sur les déplacements domicile-travail et déplacements professionnels. Un pôle jeune sur tout ce qui est mobilité dans les écoles, principalement primaires et collèges, avec notamment le déploiement du savoir rouler à vélo depuis peu. Un pôle social et santé qui, là, va s'intéresser plutôt aux personnes qui sont en situation de précarité, en difficulté d'emploi, qui ont des problèmes de santé pour qui la mobilité active peut avoir vraiment du sens. Un pôle covoiturage sur le développement du covoiturage, globalement, donc à la fois études, mais aussi animation de lignes de covoiturage et mise en place de projets de gratification. Un pôle service vélo, qui est le pôle le plus important encore aujourd'hui à l'agence, et puis un pôle communication, qui est à la fois un pôle support pour l'ensemble des missions de l'agence, qui permet du coup d'apporter de la communication. On sait que c'est un enjeu important dans nos métiers, et puis également des actions de communication en propre pour les collectivités. On mène par exemple pour le Grand Annecy une opération avec eux sur une grosse campagne de communication autour des mobilités estivales autour du lac d'Annecy, qui s'appelle Mobilité, et donc on intervient pour le compte de la collectivité à leur côté pour déployer les actions. Avant la crise sanitaire de 2020, on avait 2 services publics de location de vélos. On est maintenant à 6 vélostations sur les 2 Savoies, 2 opérations spécifiques qui sont menées pour le compte des territoires et puis un service de vélo-taxi. Donc aujourd'hui, c'est un parc d'un peu plus de 1750 vélos qu'on exploite sur les 2 départements, avec pas loin de 1000 places maintenant de consignes, 650 qui sont plutôt sur de l'intermodalité, train plus vélo, donc situés en gare. Donc, c'est 16 équivalents temps plein aujourd'hui qui travaillent à l'agence sur ces questions de service vélo. Et puis, un service donc, de vélo-taxi avec 5 personnes qui travaillent sur ce sujet. Alors, je vous fais une présentation rapide de chaque service vélo pour vous montrer vraiment la diversité des montages. L'objectif, c'est de ne pas avoir un modèle qu'on déploie à l'identique sur les territoires, mais en fait, on n'a pas un seul service qui est identique. On a des territoires différents, avec des publics différents et avec des volontés politiques aussi différents. Et l'objectif de la SPL, c'est bien de pouvoir avoir un outil partagé par ces 17 collectivités, mais bien d'avoir un outil à la fois partagé, mais individuel pour chaque territoire pour l'accompagner comme il le souhaite. Donc, le service historique de la vélostation, qui est de l'agence, qui est le plus gros, c'est le service de Chambéry, qui est un service humanisé, qui est ouvert 7 jours sur 7 sur les périodes hautes, avec un parc de 900 vélos, avec des vélos cargo, avec un vélo Bénure, donc pour des personnes qui sont à mobilité réduite. Et je vous ai mis à chaque fois en orange ce qui paraissait la particularité un petit peu par rapport aux autres services. Là, c'est vraiment l'ouverture 7 jours sur 7, avec une proximité immédiate d'une consigne que vous voyez en photo, qui est une consigne de plein pied, qui donne un accès directement facilité sur le quai principal de la gare, et donc avec une intermodalité vraiment facilitée et avec une volonté de l'agglomération d'avoir un service vraiment à l'image d'une maison du vélo. Donc, on a vraiment un service humanisé et la consigne à côté, pour pouvoir vraiment être à disposition des personnes quand elles en ont besoin. Voilà, et avec des animations qui sont mises en place sur le territoire pour en faire vraiment une vitrine du développement du vélo sur le territoire de l'agglomération. On a la petite sœur de la vélostation qui est Vélodéa, qui est un service, lui, qui a vu le jour vraiment à la sortie du Covid. Le président de l'agglomération nous a appelé au mois de mai, au moment du déconfinement, en disant il me faut un service vélo au mois de juillet. Donc, on a déployé un service, là aussi 100% humanisé, avec 3 équivalents temps plein, ouvert 6 jours sur 7, avec 6380 actes qui sont faits chaque année, des places de consigne, des animations également. On a un school bus qu'on met à disposition dans les écoles, qui est un gros vélo cargo qui permet de transporter 6 ou 7 enfants facilement. Et là, la particularité, c'est qu'on est sur un territoire, donc Grand Chambéry, c'est 140 000 habitants, c'est 38 communes. Sur Grand Lac, on est à 75 000 habitants et on est à 27 ou 28 communes, mais avec un territoire très varié, c'est-à-dire qu'on a la ville-centre qui est Aix-les-Bains, qui est une ville très touristique, et puis après, on a des territoires plus éloignés et plus ruraux. Il y a eu un regroupement en 2017 de 3 EPCI avec le secteur de l'Albanais et de la Chautagne. Et donc, la volonté politique, c'était de couvrir tout le territoire. Donc, ce que nous ont demandé les élus, c'est d'ouvrir 2 antennes qu'on gère nous en direct. Donc, ça veut dire qu'une fois par semaine, on est présent sur des antennes de l'agglomération Maison de France Service pour faire de la location directement aux habitants et pour faire de l'animation sur site. Et ensuite, on s'appuie sur 4 relais que sont des communes volontaires qui ont un parc de vélos limité, qui va entre 3 et 6 vélos en fonction des communes,
Et les vélos sont mis à disposition par les agents des communes, selon les critères d'ouverture que souhaite la commune. Et on s'occupe de la maintenance et du suivi administratif et de l'encaissement, donc des cautions éventuelles et des recettes, pardon. Mais en tout cas, les communes sont partie prenante. Du coup, c'est intéressant parce que ça permet de mailler le territoire sans avoir à envoyer du personnel salarié de l'agence. Voilà pour le service VéloDA. Ce qui est intéressant aussi avec VéloDA, c'est qu'on a une complémentarité avec une offre d'aide à l'achat. J'aurai l'occasion d'y revenir sûrement tout à l'heure après l'intervention de Jean-Baptiste, mais il y avait jusqu'à maintenant une complémentarité entre les deux. Les élus ont fait le choix d'arrêter l'aide à l'achat pour mettre maintenant une flotte de location longue durée. Donc, on a 100 vélos à assistance électrique qui sont loués à l'année, quelque chose vraiment de nouveau. Et les élus souhaitent expérimenter pour voir si on n'arrive pas à toucher des personnes qui aujourd'hui ne sont pas en capacité d'acheter un vélo à assistance électrique et de toucher ces publics-là avec une location longue durée. On a ensuite un service sur la communauté de communes de Cœur de Savoie. Donc, c'est là aussi une petite communauté d'agglomération. Alors, petite par le nombre d'habitants, hein, c'est un peu plus de 30 000 habitants seulement. Par contre, c'est 40 000 habitants, 38 000 habitants Cœur de Savoie. Et par contre, plus de 40 communes qui sont membres de l'EPCI. Donc là, avec une difficulté d'avoir un service ouvert 6 jours sur 7 ou 7 jours sur 7. Donc là, on est sur 2 demi-journées d'ouverture uniquement hebdomadaires. Donc avec du personnel qui va directement dans la commune, avec par contre un bâtiment physique comme vous pouvez le voir, et avec un parc qui est à la hauteur de la volonté politique et du territoire. Donc on a 50 vélos assistance électrique, 5 vélos classiques, et donc ça permet de générer 4000 journées de location. Ça permet de montrer qu'on est capable de développer des services vélos, y compris dans les territoires où soit la volonté politique n'est pas celle d'avoir un vélo, un service ouvert de manière très forte, ou alors le territoire et le potentiel, en tout cas vélo, le permet pas. Ça me permet de rebondir sur ce que disait Gwendal tout à l'heure sur la volonté sur les courtes distances, les courtes durées et longues durées, et la volonté de Grand Lac, compte tenu du faible marché d'opérateurs privés et du potentiel qu'il y a d'un point de vue touristique, nous a demandé de faire de la location courte durée. Donc, on sait qu'on fait à peu près 2 tiers de notre location sur de la location courte durée, 1 heure, demi-journée, journée. Et on sait que sur ce public-là, on a plus de 70% qui sont sur un usage loisir. Mais c'est une volonté politique de manière à pouvoir financer le service et pour pouvoir avoir des tarifs de location pour les habitants moins chers. On est sur un R sur D, donc recette sur dépense à VéloDA, qui est plus de 50%. Donc, plus de 50% du service est financé par les recettes, ce qui est plutôt haut par rapport aux autres services qu'on peut avoir en exploitation. Donc, voilà, ça dépend vraiment de la volonté politique qu'il peut y avoir. Ça permet aussi de développer fortement le vélo, y compris sous l'angle loisir, découverte du lac du Bourget. Donc, voilà, c'est aussi un intérêt en termes de communication. Le service JVélo, donc c'est un service, lui, qui a ouvert au mois d'août l'année dernière. Donc, il y a le service, un des plus récents ouvert par l'agence, avec un service 100% humanisé, avec 1,5 équivalent temps plein sur le service. Les 2 intérêts, il y en a un sur les ateliers, mais l'autre intérêt aussi, c'est que c'est un bâtiment gare. La SNCF avait lancé un appel à projet qui s'appelait 1000 et une gares pour reconvertir des espaces qui étaient inoccupés. La communauté de communes a répondu et donc a été lauréat. Et donc, ça a permis de redynamiser un espace du bâtiment de la gare qui n'était pas occupé. Et donc, un petit parc de vélos avec 55 vélos. Il y en a 18 qui arrivent là dans les prochains jours et 5 vélos classiques, un vélo cargo. Et pour pouvoir occuper, et en tout cas, légitimer une présence humaine 5 jours sur 7, sur la communauté de communes, il n'y avait pas d'opérateur privé, pas de loueur et pas de magasin. Alors, ce n'est plus le cas maintenant, mais en tout cas, quand on a ouvert, il n'y en avait pas. Et donc, on fait de l'atelier, de la réparation grand public, comme n'importe quel magasin de vélo, à un montant qui n'est pas subventionné et qui permet du coup d'être dans l'ambition que s'était fixée la collectivité en matière de recettes et qui permet du coup d'avoir un lieu ouvert dédié au vélo avec encore une fois de l'animation, des places de consigne et de l'information qui peut être faite multimodale. Hein. On vend les titres de transport du réseau de transport en commun, par exemple, de l'agglomération. Donc, c'est vraiment la volonté de pouvoir avoir une présence le plus large possible dans cet espace. On a 2 autres services ensuite qui sont sur le nord de la Haute-Savoie, sur la vallée de l'Arve. Proxyvélo, qui est la particularité d'être dans un espace de coworking, donc avec là aussi un service humanisé, mais avec seulement 0,4 ETP, donc on est peu ouvert. 45 vélos assistance électrique, 20 vélos et un vélo cargo, et avec un développement qui est prévu sur 2023, alors développement assez important avec des nouvelles antennes qui vont voir le jour, hein, puisqu'on aura 3 nouveaux lieux de location. Ce qui est intéressant, c'est que le syndicat qui gère le sujet mobilité, qui s'appelle Proxyvélo, hein, c'est le SM4CC, le syndicat mixte des 4 comités de communes, nous avait demandé d'expérimenter à l'échelle d'une Comcom, puis en fonction du besoin, enfin en fonction de l'intérêt, de pouvoir l'étendre. En fait, on se rend compte que le public est vraiment là et qu'il y a un vrai besoin sur ces territoires. Et donc, la Comcom nous a demandé de l'étendre à l'échelle du syndicat avec 3 nouveaux lieux de location.
et avec du VLS. Donc, ce sera la première fois qu'on mettra en œuvre ça, mais avec quelques vélos en libre service à proximité des espaces pour pouvoir prendre le relais en dehors de nos horaires d'ouverture. Donc, la Bonneville, c'est 27 000 habitants et 7 communes pour vous donner un peu une idée du dimensionnement par rapport à la taille de l'EPCI. Arvi Vélo, donc là, on est sur de la gestion technique uniquement. Les vélos sont mis à disposition par l'office de tourisme de la commune et on intervient, nous, sur la partie maintenance et location sur certaines journées, notamment les samedis, et sur des grosses journées d'animation. Ça permet à la commune d'avoir, la collectivité d'avoir un service large avec une présence de l'agence plutôt limitée. Et donc, avec 30 vélos aujourd'hui et 20 vélos qui vont venir compléter le service. Et puis, les deux derniers services que je vous présente, alors là, c'est les deux… on n'est pas sur des services humanisés, on est sur de la mise à disposition de vélos par des campagnes de location. Donc, Genevois Roule, on a repris le service là en 2022 avec donc 40 vélos assistance électrique qui sont mis à disposition. C'est 48 000 habitants pour 17 communes, la Comcom. Et donc, on a 40 vélos qui sont mis à disposition des habitants pour 4 mois. Et donc, on fait des campagnes de mise à disposition de vélos, ce qui évite d'avoir une présence physique avec un bâtiment et tous les coûts induits, mais qui nous permet quand même de communiquer sur le vélo et promouvoir le vélo, même si, encore une fois, on est limité à 40 habitants qui louent pour 4 mois. Et puis, le dernier projet qui a vu le jour il y a quelques semaines seulement maintenant, c'est le syndicat mixte de l'Avant-Pays Savoyard. Donc là, c'est 26 000 habitants pour 3 Comcom. Donc, on est sur un territoire vraiment très rural. Et donc, dans le cadre d'Avélo 2, ils ont souhaité mettre en place plutôt un accompagnement individuel des personnes. Donc, ils ont acheté une quinzaine de vélos, 12 vélos assistance électrique et 2 ou 3 vélos cargo. Un appel à manifestation auprès de tous les habitants pour savoir qui était intéressé. Ils ont reçu énormément de candidatures. Et donc, c'est un prêt qui est mis avec un accompagnement d'un animateur mobilité qui va les accompagner pendant toute la durée de la location pour leur expliquer comment fonctionne le vélo, avoir leur retour, avoir des retours y compris sur les aménagements, puisque le syndicat met en place un schéma directeur vélo. Et donc là, on est vraiment sur un modèle qui s'expérimente comme ça. Ça pose beaucoup de questions parce qu'a priori, le besoin est plus important. Donc, on est déjà en train de voir comment est-ce que demain, quand je dis demain, c'est à la fin de l'opération, comment est-ce qu'on pourra mettre en place quelque chose de peut-être plus structuré, avec peut-être l'idée d'avoir, comme l'a dit Gwendal, une sorte de caravane de la mobilité qui peut se présenter, qui peut se tourner sur le site, de manière à couvrir l'ensemble du territoire et de pouvoir apporter un développement du vélo, y compris sur ces territoires qui sont vraiment des territoires ruraux sur lesquels on n'intervenait vraiment pas il y a quelques années et sur lesquels les élus nous demandent maintenant d'intervenir. Voilà, j'ai été peut-être un peu rapide, mais il y avait pas mal de choses que je voulais vous faire passer, mais encore une fois, comme un peu des zooms rapides en termes d'informations pour voir le panel des possibles et pour pouvoir soit répondre à vos questions là dans la foulée, soit plus tard si vous voulez reprendre contact avec nous pour qu'on puisse vous expliquer ce qui est fait de manière un peu plus simple, y compris avoir des échanges éventuellement avec les collectivités. Certaines sont peut-être participantes là aujourd'hui, je n'ai pas regardé qui était dedans, mais en tout cas, on est à votre disposition pour vous donner plus d'infos et puis je reviendrai peut-être après l'intervention de Jean-Baptiste sur la partie aide à l'achat. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation qui effectivement donne une vue d'ensemble de plein de systèmes. Est-ce que peut-être tu peux mettre la dernière slide parce qu'on demande tes coordonnées dans les questions. Il me semble que tu l'avais affiché dans la dernière slide de ta présentation. Comme ça, ça permettra qu'ils puissent prendre contact directement. Il y a une question qui a été posée. Est-ce que la SPL a-t-elle une obligation d'être bénéficiaire? C'est Julien Vieille qui pose la question. D'être bénéficiaire, c'est-à-dire alors peut-être que Julien Vieille, vous pouvez normalement réactiver votre micro peut-être. Ça permettra de vous poser la question directement, comme ça de préciser votre demande. Julien Vieille, est-ce que vous arrivez à désactiver, à activer votre micro? Normalement, vous avez l'autorisation. Alors, je ne sais pas si ça veut dire, est-ce que la SPL a l'obligation de mettre en œuvre le service et de l'exploiter pour le compte de la collectivité? Je ne sais pas si c'est ça le sens de la question. Si c'est ça, il n'y a pas d'obligation. Ah, c'est bon. Julien, vous avez réussi? Oui. Bonjour. Oui. Non, en fait, la question, c'est est-ce que le chiffre d'affaires doit couvrir les dépenses ou pas, en fait. C'est surtout cet aspect-là. Quand je dis vraiment chiffre d'affaires payé au grand public et pas forcément les dotations des territoires, qui peuvent être plus une dotation d'investissement plus que de fonctionnement. Alors, tous les vélos qui sont achetés par les collectivités. Donc, les EPCI font l'acquisition des vélos et les mettent à disposition de la SPL. Et après, sur les montages à la SPL,
on recense le besoin de la collectivité, on leur fait une proposition commerciale, entre guillemets, de ce que coûte le service. On fait une estimation de recettes et ensuite, le reste, c'est compensé par la collectivité. Alors, on a des montages différents en fonction des collectivités, ce qui est un peu complexe aujourd'hui. Pour certains, on encaisse les recettes. Pour d'autres, on reverse la recette à la trésorerie. Pour d'autres, on gère directement avec la trésorerie en régie. Enfin, les montages sont un peu différents en fonction de l'histoire sur les territoires. Mais en tout cas, d'une manière générale, systématiquement, l'agence écomobilité ne fait pas de bénéfices sur les actions. Et à la fois, on prend un engagement de recette et le reste est compensé par la collectivité. Donc, on a des services sur lesquels le ratio R sur D, ce que je disais, c'est le coût de service, c'est X et les recettes, c'est Y. Sur Grand Lac, c'est là où on a le meilleur taux de recette sur le taux de dépense, puisqu'on a beaucoup de locations courte durée et on est de mémoire de 50 à 60% du coût qui est pris en charge par l'usager, qu'il soit habitant ou vacancier. Et sur d'autres services, on est sur RDR sur D qui sont plus proches de ceux des réseaux de transport en commun sur les agglomérations, qui doit être de l'ordre de 25% qui est couvert par les recettes commerciales et le reste par les collectivités dans le cadre de la prestation qui passe à l'agence écomobilité. C'est une subvention avant, ça correspond à une prestation aujourd'hui. Si ça répond à votre question, Monsieur Gay. Oui. Merci beaucoup, complètement. Il y a une autre question qui a été posée cette fois-ci plus sur le klaxon. Est-ce que c'est possible de mettre en place le système de société publique locale lorsqu'on n'est pas AOM? Alors, c'est compliqué, c'est plus compliqué et pour l'instant, c'est un peu au libre arbitre des préfectures lorsqu'elles passent les délibérations. C'est-à-dire que quand on a créé la SPL, on a 15 collectivités qui ont fait part de leur volonté de rentrer au capital de la SPL. On en a 11 qui ont été acceptées par les DRCL. Sur les 4 qui ont été refusés, il y en a 2 qui ont été refusés sous prétexte que les compétences n'étaient pas suffisamment claires et exprimées sur les questions de mobilité. Et à l'inverse, on a des syndicats mixtes qui ne sont pas AOM et qui, dans leur statut, avaient clairement des actions en matière de limitation de pollution, de limitation de la voiture individuelle sur le territoire. Et ils ont pu être accrochés dans le cadre de cette compétence-là. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous, on pousse plutôt les collectivités qui sont à haut de pouvoir rentrer, en tout cas pour celles qui le souhaitent. Là, on a fait… alors, ça fait très commercial comme terme, mais je ne suis pas du tout fan parce qu'on est vraiment dans l'outil de la collectivité et les actionnaires ne sont que des collectivités, mais on a fait une ouverture de capital avec 6 nouvelles collectivités, c'est 6 autorités organisatrices de mobilité. Et quand on intervient sur le compte de territoire qui ne sont pas membres de la SPL pour le compte de la région, c'est parce que la région est AO à la place de l'EPCI. Et donc, par exemple, sur la communauté de communes des Vallées de Thône, on met en place des actions en ce moment qu'on est en train de déployer pour le compte de la CCVT, qui n'est pas membre de la SPL, mais c'est bien la région qui nous missionne. Donc, voilà, pour être clair, je ne pense pas qu'il y ait d'obligation à ce que pour être dedans, elle soit AOM. Par contre, pour certaines préfectures, il y aura une lecture attentive et une obligation peut-être pour certaines. Et en tout cas, pour nous, en termes d'activité, ça a du sens si la collectivité est AO, c'est-à-dire qu'elle a les moyens de déployer des actions et qu'il y a une logique de déploiement de la mobilité, quelle qu'elle soit sur le territoire. C'est ce qui permet aussi, et c'est l'intérêt de l'agence pour moi, c'est d'avoir un regard à 360 degrés. C'est-à-dire que quand on accompagne la collectivité, très souvent sur les aménagements cyclables, on s'accompagne d'un bureau d'études dont c'est le métier pour apporter une expertise plus fine d'un point de vue technique sur le coût, etc. Par contre, la plus-value de l'agence, c'est de connaître les collectivités, de connaître les élus, de connaître les besoins, parce qu'on agit dans les écoles, dans les entreprises, sur le développement du covoiturage, qu'on arrive à travailler l'intermodalité. Et pour moi, c'est vraiment la force de la SPL de pouvoir accompagner ces territoires qui sont des petits EPCI, encore une fois, des petites communautés de communes qui ont 1 ou 2 agents qui travaillent pour travailler au sens large sur la mobilité sur le territoire. Si elle ne peut pas s'appuyer sur un outil comme nous, encore une fois, parce qu'il existe et que ça fonctionne, c'est très compliqué de déployer des actions. Ça permet aujourd'hui de faire des actions sans avoir un volume à tout prix d'embaucher un technicien qui gère des plans de mobilité employeur, mais d'avoir quelques jours d'animation pour promouvoir un défi scolaire, pour mettre en place du savoir rouler à vélo ou toute autre action de changement de comportement, de communication et d'animation. Très bien, merci beaucoup Julien. Il y a une dernière question dans le chat, mais effectivement qui est peut-être une question qu'on va réserver après sur y aurait-il une grille exposant les avantages et les inconvénients de l'aide à l'achat et la location VAE, parce que ça recoupe quand même beaucoup d'enjeux qu'on va présenter et on y reviendra. On va du coup passer à la dernière présentation sur les locations de vélos longue durée avec le retour d'expérience de la communauté de Lannion-Trégor. Donc Laure, si tu peux effectivement prendre le contrôle de l'écran et qui va donc nous présenter le service Vélectro. Bien le bonjour. Merci encore Julien pour ta présentation. Je ne sais pas si tu peux passer du coup Marie
Est-ce que tu l'as à moins que je peux Oui, oui. Ouais, tu peux. Ok. Donc, je vais vous présenter notre un retour d'expérience sur un territoire peu dense, de 100 000 habitants, qui a un recul à peu près de 13 ans et donc qui a bien évolué en 13 ans d'expérience. Est-ce que c'est bon? Vous m'entendez bien? Ok. Oui. Donc, le service Vélectro de Lannion-Trégor Communauté. Donc, notre territoire, tu peux montrer la carte de la slide suivante. Notre territoire est donc situé dans les Côtes d'Armor, quasiment en limite Finistère. C'est un territoire assez touristique, puisqu'il y a donc la côte de Granit-Rose, notamment, Perros-Guirec. On a 57 000 communes, 118 000 habitants, à peu près 1000 km² de densité. Donc, vous voyez, donc, il y a la gare qui arrive jusqu'à Lannion, et puis les axes routiers. Donc, on a 7 pôles, donc on raisonne en pôles. Donc, la slide suivante. C'est vrai que du coup, je n'ai pas la main. Donc, l'histoire des Vélectro, c'est, comme je disais, 12 ans d'expérience. On s'est lancé en 2011 avec ce projet innovant, donc avec la création de la marque Vélectro et un achat de 40 vélos, une idée d'un de nos élus qui avait donc envie de faire découvrir le territoire en vélo assistance électrique, habitant dans une commune avec un très fort dénivelé. Donc l'exploitation au départ du service était via l'office de tourisme communautaire, donc avec un projet vraiment basé sur la courte durée et de la location pour plutôt sur loisir, le tourisme. Et donc un déploiement d'un parc sur plein de points de location qui étaient les offices de tourisme. Et puis petit à petit, au fil des années, les supérettes, les hôtels, les gîtes, tout un tas d'hébergements, notamment touristiques, les ports, et donc un projet entre privé et public. Donc nous étions exploités par l'EPIC Tourisme, et à partir de 2019, le service a été transféré à l'AOM, donc au service transport de Lannion-Trégor Communauté. On a développé largement à partir de cette date-là le volet mobilité pour les habitants, mais qui était déjà un peu binaire, parce on a commencé à le développer avec les étudiants et l'occupation de la flotte l'hiver, quoi. Donc, vous voyez sur le graphique à droite comment on a pu évoluer depuis 2011 avec 40, 60, 110, 140, 220 jusqu'à aujourd'hui 550 vélos. En 2021, il y a eu un petit tournant, puisque on a effectivement pas mal augmenté de vélos, donc on a évolué dans le service. On a fait un audit avec Indigo, donc Gwendal, qui est intervenu tout à l'heure via Agir, qui nous a préconisé un certain nombre de choses, notamment par exemple la mise en place d'un logiciel. Donc on s'est équipé en 2021 d'un logiciel. Et on a mis aussi en œuvre une politique tarifaire au quotient familial. Donc, voilà les grands tournants de notre histoire. Donc, petite slide suivante, s'il te plaît, Marie. Donc, aujourd'hui, le service Vélectro, c'est tout d'abord, pour l'instant, on n'est que sur de la location humanisée. Avec 550 vélos, on a aussi des remorques et des suiveurs qui sont quand même dans les offices de tourisme. Je ne les loue pas en longue durée. Notre fournisseur, donc c'est Arcade Cycle, donc on achète en centrale d'achat, on fait de la courte et de la longue durée, on est donc en régie directe, on fait tout nous-mêmes. En ressources humaines, on est 3 ETP, donc moi je suis responsable du service, je m'occupe aussi de l'aide à l'achat. Il y a donc Rodolphe et Didi qui sont 2 agents maintenance, je dis même les prénoms, 2 agents de maintenance à temps plein, et je suis aidée aussi par la plateforme relations usagers qui est sur le déchet et transport et qui réceptionne les appels. On a au niveau des locaux, on a un atelier de 400 mètres carrés et on est équipé de 2 camions, une remorque 10 places. Un trafic court et un trafic long.
Et au niveau des locaux, on est en train d'aménager, enfin, on va déménager, on va allier l'atelier et le point de location. Parce que là, pour l'instant, on a un atelier et on remet les vélos, je vais vous expliquer plus après, mais qu'on remet les vélos un petit peu partout avec une tablette. Mais là, on va avoir l'atelier proche du point de location, ce qui sera beaucoup plus intéressant pour les gars de pouvoir récupérer les vélos et les remettre. Répartition du parc, on a donc effectivement la courte durée, ça occupe 160 vélos, surtout en haute saison, parce que c'est quand même très saisonnier à partir de, on va dire, de 1er avril, fin octobre. On a une réserve de 40 vélos et aussi des vélos pour les agents de l'Agneau Trégor Communauté. Il y a à peu près 30 vélos qui sont utilisés par les agents en tant que véhicules de service et aussi un peu pour tester. Et puis la longue durée qui représente maintenant un gros paquet, un gros volume qui va tendre à se développer, je pense. Merci pour la suivante, Marie, du coup. Donc, la location de longue durée, c'est 350 vélos. Donc, on a un système avec un point central et j'ai entendu ça juste avant par Julien. Nous, on se sert des maisons France Service donc, ça veut dire que c'est plus un lieu de rendez-vous parce que les gens de la maison de France Service ne font rien. C'est mes collègues de la maintenance qui vont remettre le vélo avec la tablette et qui donnent rendez-vous dans les maisons de France Service qui sont quand même bien identifiées par la population. On est ouvert donc toute l'année, du lundi au vendredi avec une astreinte le samedi en saison. Au niveau de la gestion, donc on a acquis, comme je disais, un logiciel avec une tablette et un TPE mobile depuis 2020, T1, et on l'a étendu en full digital depuis 2022, l'année dernière. Le full digital permet depuis 2022 que les gens prennent la main depuis chez eux pour mettre tous les documents sur le site et j'ai plus qu'à vérifier, on n'a plus qu'à vérifier la validité des documents, de confirmer et comme ça ils prennent rendez-vous, ils choisissent l'heure, ils choisissent le lieu, ils font tout et ça nous permet de gagner du temps parce que on essaye de faire en sorte que depuis leur compte ils fassent tout. Donc ça c'est un super support. Même si, évidemment, on reprend la main en humanisé, puisqu'il y a quand même des gens qui n'y arrivent pas, ou barrière de la langue, ou complètement allergiques à Internet. Il y en a de plus en plus. Au niveau de la formule, on est sur une formule de la location. Alors, j'ai mis annuel, mais en fait, c'est de 1 mois à 6 mois, puis 1 an. Vous voyez là, donc c'est reconductible pour uniquement les tranches 1. On est sous condition de ressources. Les reconductions et les prises de rendez-vous, comme je disais, se font en ligne. Les gens aussi peuvent prendre rendez-vous pour leur retour en ligne. On essaye qu'ils soient de plus en plus autonomes. On propose donc une assurance. Alors, la ARC chez nous, la responsabilité civile, elle est comprise dans nos tarifs. C'est un choix. Comme ça, il n'y a plus de débat là-dessus. Au moins, on est sûr que s'il y a un gros accident, c'est compris dans le prix. Parce que c'est trop de temps d'avoir les assurances. Les gens, ils savent pas comment ils sont assurés. Donc, au niveau réactivité, elle est comprise. Et il n'y a pas de débat à ce niveau-là. Option de rachat, par contre, de dépôt de garantie, ça c'est au choix de la personne. Elle choisit de donner donc 3 € par mois pour cette option de rachat de dépôt de garantie, qui est donc, nous, à 800 €. Il y a à peu près 80% des gens qui la prennent. Donc, on n'a pas énormément de vols, mais ça commence à venir. Donc ça, c'est important. Je trouve que pour la sérénité des gens, c'est mieux. En tout cas, de le proposer. Au niveau des tranches, vous voyez nos tarifs. Donc, les étudiants sont en tranche 1 avec des quotient familial inférieur à 1200. Tranche 2 de 1200 à 1680 et au-dessus 1180. Donc, c'est limité à 1 an pour les tranches 2 et 3. Donc, la suivante. Là, je vous ai fait un petit bilan rapide parce que, bon,
On voit à droite que ce n'est pas que la ville-centre qui absorbe toutes les locations. Hein. On est sur 360 vélos. Là, ça, c'est un coup d'œil d'aujourd'hui hein, sur la location par commune. Donc, ça arrose vraiment toutes les communes. Et puis, il y a le petit côté orange là où c'est autre. Donc, ça montre que tous les habitants de toutes les communes sont arrosés. Donc, en 2022, on a eu 432 nouveaux contrats, donc 1432 reconductions. On avait un parc un petit peu moindre que maintenant. On était entre 200 et 310 vélos actifs. Bon, la moyenne est difficile à dire puisque ça a fluctué pendant l'année. À peu près la moitié de nos locataires sont en tranche 1, donc du coup en illimité. Donc l'autre moitié est en tranche 2 et 3 et les étudiants, ça représente 40%. On a eu 350 personnes en attente en juillet, donc ça c'est le pic d'attente. Donc l'année dernière, on était à 350 personnes en juillet. Il y avait à peu près à ce moment-là 110 jours d'attente pour avoir un vélo, donc autant dire qu'ils ne l'ont pas eu pendant la saison. Ça c'est sûr, on leur a proposé un vélo en décembre, ils étaient contents. Là, j'ai fait un petit point pour vous dire qu'aujourd'hui, on est à 280 personnes sur liste d'attente. Donc, on est on est exactement dans la même situation que l'année dernière, sachant qu'on a des vélos en plus. Mais bon, ça suffit pas. Et plus il y en a, plus les gens les voient, plus ils ont envie d'en louer. Et donc, ce qui fait qu'à cette époque de l'année, j'ai quand même des retours parce qu'il y a les étudiants qui rendent des vélos, etc. Donc, on a pour tous les saisonniers, puisqu'on est un territoire touristique, je l'ai dit, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas le permis ou de moins jeunes qui n'en ont pas non plus, ou pas de véhicule. Donc, on donne une priorité aux habitants qui ont une prescription des partenaires emploi-formation, à savoir Pôle emploi, mission locale, etc. Voilà, donc slide suivante. Là, on a rapidement un nouveau projet de mobilité inclusive. Donc, Gwenda l'a dit, on a diversifié aussi un peu notre parc. C'était dans ses préconisations. Donc, c'est tout frais parce que là, on a reçu 2 biporteurs et aujourd'hui, j'ai reçu 5 rallongés. Donc, vous voyez notre grille de tarifs et on va pas tarder à recevoir aussi 3 tricycles, qui est une offre qu'on a élaborée au départ au travers d'un événement qui s'appelait Un vélo pour tous l'année dernière, qui était en mai, où on a fait essayer plein de vélos différents sur de multiples handicaps. Et voilà, ça a donné lieu. C'était bien de faire un événement pour voir où était le besoin aussi, s'il y avait une envie au niveau du territoire. Voilà. Donc, la courte durée, ça regroupe 160 vélos, 34 points de location. On a une gestion commerciale des Vélectro mise à disposition par le service transport avec une convention sous forme de prestation de service, maintenance incluse, recettes conservées par le professionnel et tarifs harmonisés, ce qui fait que ça forme un dispositif unique sur le territoire où les gens peuvent louer les vélos toujours au même tarif. On a aussi du transfert de vélos, du service one-way pour faire l'Eurovélo 4, la vélo maritime. Je fais un peu de pub aussi pour notre territoire. On a la vélo maritime. Et donc, on peut faire soit effectivement une itinérance ou aussi louer son vélo un peu partout. Donc, voilà. On a le petit frère du Vélectro, c'est le Scoot Electro. Juste rapidement, je sais qu'on n'est plus dans le monde du vélo, mais c'est quand même bien de souligner parce que ça peut peut-être intéresser certains territoires, mais pour l'emploi et la formation, on a commencé ce service il y a 5 ans et on est passé de 10, puis 15, puis là maintenant 25 scooters. Et c'est assez complémentaire avec l'offre des VAE parce que là, on est sur des trajets qui font au-delà de 7 km. Donc, on estime qu'au-delà de 7 km, en dessous, les gens peuvent faire du VAE, mais il y a aussi tout un tas de handicaps. Les gens ne peuvent pas faire de vélo, où ils ont des horaires atypiques, où ils travaillent de nuit, hors saison, ils font les huîtres, c'est ou la cueillette. Et donc, c'est vrai que les scooters marchent bien pour ce genre de cible-là. Donc, voilà le petit frère Scoot Electro.
Comment on renouvelle notre flotte? Si ça peut vous intéresser, voilà, on est sur un renouvellement tous les 4-5 ans pour avoir toujours ça permet d'avoir une flotte de qualité, une bonne autonomie. Nous, on vend nos VAE au grand public. On pense que ça permet de réutiliser le VAE le plus longtemps possible. Ça limite la consommation, évidemment, via le marché de l'occasion. On accède comme ça à un produit cher pour les plus précaires à un tarif. On est sur des tarifs à 550 € le vélo qui a vécu 4 ou 5 ans. Et on essaye de ramener des publics à la mobilité à vélo par ce biais-là. Ça participe effectivement au modèle économique et à l'équilibre de notre budget aussi pour ce service. Donc, comment on le fait? On a jusqu'à présent utilisé des portails de vente en ligne. Et puis, il y en a qui n'existent plus. Enfin, ça bouge tout le temps. Donc là, dans peu de temps, je vais créer une vente moi-même avec tirage au sort avec huissier, avec un règlement de vente. Donc comme ça, on pourra, les gens pourront s'inscrire sur une période donnée avec un prix fixe. Là, on est plutôt sur du prix fixe. Et on fera un tirage au sort, ce qui permettra de voir aussi tous les gens qui sont intéressés par la vente de vélos. Et donc là, on est en train de préparer le communiqué de presse, tout ça, réseau. Mais en général, c'est la slide suivante. Les dernières ventes ont été vraiment hyper attendues localement par les habitants. On a eu l'année dernière 130 vélos vendus en 6 minutes. Donc, c'était le 14 février. Et avec des gens pas contents parce qu'ils avaient mis dans leur panier le vélo, mais ils ne l'avaient pas eu parce qu'ils n'avaient pas payé le premier. Donc, mais bon, ça a été un succès qui a été répercuté pas mal au niveau du local, même si c'était un site national. Hein. Mais bon, on communique quand même très localement. Et il y a beaucoup de gens qui ont loué nos vélos en longue durée qui ont eu leur vélo à 550 €. On sensibilise aussi au passage au recyclage des batteries et à l'issue de la vente. On réfléchit sur un don aux associations aussi pour donner 5% à chaque renouvellement du parc. Et voilà, puis après, je mets un petit point sur les pièces détachées. Donc, on gère nos stocks via le logiciel, via le SAV, les fiches d'intervention, à facturer sous garantie entretien courant. On fait une grosse commande annuelle de pièces. En général, on ne revient pas trop dessus. Donc, il y a une espèce de cycle. Voilà, on a toujours des pièces en rab. Et en tout cas, pour, on va dire, une flotte de 550 vélos, j'ai mis un petit peu le ratio. J'avais mis le ratio, on est à 5 pour 1000, ce qui à peu près est une dimension intéressante pour notre territoire. Peut-être là, du coup, Gwendal dirait donnerait plus d'infos là-dessus, comme il a fait tout à l'heure d'ailleurs. Et j'ai fait juste une petite slide sur l'aide à l'acquisition pour terminer, qu'on a mis en place en 2018. Alors nous, on est sur une subvention assez peu... moi, c'est pas très volontariste là pour le coup, je trouve, mais 10% du coût d'achat plafonné à 100 €. On a un public habitant revenu non imposable avec un dossier à produire lourd, 6 pièces. Donc, on essaye de trouver des moyens pour alléger l'instruction en cours. Et donc, on est passé de 21, c'était en cours d'année. L'année dernière, on était à 136 et là, on est déjà à 96. Donc, il y a un bon effet booster de l'État. Voilà, c'est... ça, je pense qu'on va être plutôt autour de 200 que de 136. Donc, voilà pour l'aide à l'acquisition. Merci de votre attention. Et je suis à disposition s'il y a des questions, ou maintenant ou après, pour... Merci beaucoup, Laure, pour toutes ces présentations et puis le petit teasing sur l'aide à l'achat qui a permis déjà de
Exactement. Il y a quand même pas mal de questions entre-temps, et puis on va revenir aussi sur toute la partie sur laquelle Thomas et Gwendal ont travaillé en parallèle sur le klaxon, sur toutes les questions que vous avez posées sur la location longue durée. Je vais commencer quand même avec quelques questions qui ont été posées dans le chat. Directement à toi, Laure. Comment gérez-vous les dépôts de garantie? Est-ce que vous les encaissez dès le dépôt? Non, alors nous, c'est un mandat CEPA, donc les gens signent un mandat CEPA. Alors, je ne l'ai pas dit, mais ce qui est par rapport à un autre logiciel de location et pour la transition par rapport à l'aide, le fait d'être en ligne, d'avoir la gestion des documents personnels des gens, RIB, avis d'imposition, etc. Je suis pas spécialiste de la chose, mais on n'a pas le droit Enfin, il faut vraiment une gestion des données protégées parce que c'est quand même des données sensibles, hein, les RIB, les avis d'imposition, etc. Donc tout ça pour dire que le mandat, c'est pas les gens sur la tablette et quand ils remplissent en ligne, qui font leur demande, ils remplissent leur RIB. Ils signent un mandat CEPA. Donc, on n'encaisse pas du tout le mandat CEPA, mais il est encaissé en cas de vol. Là, on prélève, ou même on prélève pas forcément, on facture. Ça même arrive qu'on a une facture en 3 fois ou 4 fois, avec la trésorerie, avec le trésor public, bien entendu. Est-ce Mais, que je peux compléter ou pas du coup? Oui. En fait, c'est une préautorisation de mandat de prélèvement CEPA, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Et en fait, il est enclenché à partir du moment où il y a des pénalités qui sont déclarées par la collectivité, pénalité de Voilà. non-restitution du vélo, pénalité de mauvais usage du vélo. Et du coup, c'est ce qui entraîne une facturation par la collectivité, qui derrière, en plus, peut être, comment dire, transmise au trésor public, qui peut faire des prélèvements sur salaire et ainsi de suite s'il y a des difficultés pour récupérer les fonds. Mais là, c'est bien dans le cadre d'une régie de recettes chez vous, c'est ça? Puisque vous êtes Oui. un Non, service là, qui du est en coup, régie. le trésor public directement, là, pour le coup. Ouais. Merci beaucoup. C'était une question de Alice Guillemin. Il y a une question, alors après, on pourra effectivement répondre à toutes les autres questions, de Corentin Vigne qui pose la question de quel était le prix initial du vélo revendu 550 € après 5 ans pour qu'ils aient une Alors, idée ça, c'est en TTC, c'était 1300. D'accord. Ça répond directement à la question de Corentin. Et ensuite, alors du coup, il y a une question, je pense que soit toi, l'un de vous trois peut y répondre. Quel est le coût estimatif pour une collectivité d'acquérir un logiciel de gestion de la flotte? Par exemple, log vélo par an, le coût approximatif. Alors, nous, on est sur c'est 2000 € par mois, c'est cher. Ouais. Ça permet de donner une idée. Peut-être, Thomas, je vais te laisser aussi reprendre la main sur le klaxon et Oui. partager ton écran. Comme ça, Oui. Sur le- et Gwendal, Laure et Julien, n'hésitez pas à compléter toutes les questions et les réponses auxquelles vous avez déjà répondu dans le klaxon. Vous avez également la possibilité de lever votre main. Alors, soit de lever votre main ou mettre un pouce, ça dépend des formats Ring Central. Si vraiment il y a une demande de précision et que vous souhaitez prendre la parole, je parle au lauréat cette fois-ci, si vous souhaitez prendre la parole. Oui, juste sur le coût, du coup, Gwendal et Julien, vous vouliez peut-être aussi témoigner de coûts différents ou semblables pour remettre en perspective le coût annoncé par l'art? Alors pour moi, alors c'est difficile parce que je le connais pas très bien celui-ci, donc je ne sais pas les différences par rapport à ce qu'on a nous, mais nous aujourd'hui on fonctionne avec un logiciel qui s'appelle Accent, qui est un logiciel de location de matériel au sens large et qui du coup est adapté aussi pour le vélo, hein. Il y a quelques maisons du vélo qui le font. Et en gros, c'est un budget, je crois, de 5 à 6 000 € en investissement au départ, et après on doit être sur un coût de fonctionnement qui doit être de moins de 2 000 € par an. Et on est en train de voir avec Vélogique là pour expérimenter sur notre prochain service vélo là sur Bonneville que j'ai présenté tout à l'heure. Pour ensuite pouvoir le généraliser globalement peut-être à l'agence parce que voilà, le logiciel semble plus adapté pour des services de location, notamment sur ce qu'expliquait tout à l'heure Laure sur la dématérialisation, même si on le fait déjà avec un outil qui s'appelle Loki. Mais on était sur des coûts, enfin le coût qu'énonce Laure, on était nous plutôt sur un coût de ce montant-là, mais pour un parc de 1500 vélos. Mais encore une fois, je ne connais pas le comparaison, enfin j'ai pas la comparaison des outils, donc voilà, c'est compliqué de. Voilà, c'est pas les mêmes outils, donc voilà, ça s'explique peut-être par ça.
Après, sur le logiciel, il y a juste la gestion. Enfin, il y en a qui s'occupent de la gestion d'un parc. Après, nous, on est passé sur un logiciel qui gère aussi la relation client et qui dématérialise un maximum. Donc, enfin, voilà, je pense qu'il faudrait avoir une vision effectivement globale, tout ce qui existe. Voilà. Nous, on est allé, en fait, on est au. C'est ça, c'est. Eh bien, merci Julien, merci Laure. J'ai partagé mon écran pour vous montrer où est-ce qu'on en est au niveau de la réponse aux questions que vous aviez posées au début du webinaire. Donc, pendant que les intervenants intervenaient, moi, j'ai essayé de mettre en relation vos questions avec soit des slides, soit des verbatim de ce que disaient les intervenants. Gwendal aussi a répondu à beaucoup de questions. Julien et Laure, hein, si vous avez le temps et si vous êtes encore avec nous, n'hésitez pas aussi à apporter vos témoignages, hein, pour répondre aux questions qui sont posées ici. Peut-être il y a une question qui demandait peut-être une précision, je zoome dessus, c'est celle-ci. Comment mettre un partenariat avec les entreprises pour une LOA si la personne qui était avec nous, qui a posé cette question, est encore avec nous et souhaite préciser sa question, elle est la bienvenue. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. En fait, on a déjà mis en place donc un service de location longue durée de VAE et on est en cours d'élaboration d'un plan de mobilité en partenariat avec des entreprises locales et elles étaient intéressées en fait pour bénéficier un petit peu de ce service de location longue durée avec voilà, des avantages pour leurs salariés. Du coup, on avait évoqué ensemble l'idée de partir sur une LOA ou voilà, un principe similaire. Du coup, je voulais voilà, savoir s'il y avait des choses qui existaient déjà dans ce sens-là ou pas. Ok, donc, a priori, j'avais bien compris votre question et la réponse est assez. Je pense que la collectivité ne doit pas se positionner sur la location et caution d'achat euh, parce que voilà, c'est un peu gênant, je trouve, qu'une collectivité fasse un modèle d'achat-revente de matériel. Je sais pas, ça me paraît pas super clean comme positionnement de l'intervention publique de proposer ça. Et d'autant plus peut-être avec les entreprises qui, elles, bénéficient par ailleurs d'avantages fiscaux sur l'acquisition de flotte de VAE ou de vélos. Et aussi, elles bénéficient aussi maintenant sur la location d'avantages fiscaux. Je crois que la loi avait été faite en 2 fois. Ouais, je suis un peu dubitatif sur ce montage par rapport à ce type de public. Voilà, je pense que ça pourrait il y a un risque que ce soit peut-être retoqué, voilà, par la Cour des comptes. Voilà. D'accord, merci. Ouais, on avait déjà, on envisageait ouais, qu'il pouvait y avoir des difficultés. C'était pour ça voilà, que je voulais avoir des précisions. Mais merci pour votre retour. De rien. Après, vous pouvez les orienter vers des acteurs privés qui proposent ce type de prestations. Oui. Partout en France, je crois. Je sais pas. Greenon, B2eBike, Bike Solutions. Il y a plusieurs structures privées qui proposent ce type de prestations. D'accord. Merci beaucoup, Gwendal. Donc, au niveau des questions, voilà, on a essayé de les organiser, hein, donc autour des thématiques, celle du dimensionnement, celle de la durée, celle de la tarification, celle de la gestion. Donc ça, c'est plutôt questions globales, et puis avec des questions un petit peu plus précises, comme celle qui vient d'être posée, avec des éléments de réponse en vert. Il ne reste plus beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. Voilà, on a le challenge d'y répondre à tous avant la fin du webinaire. Moi, je pense qu'on peut… Oui, Thomas, peut-être prendre le temps pour répondre à la question, oui. Est-ce qu'il existe, parce qu'effectivement, autant effectivement l'expérience de nos 3 experts sur les ratios qui permettent d'évaluer le nombre de TP requis pour gérer un service. Donc Laure, on est sur un territoire où tu as effectivement précisé, Julien, d'autres et Gwendal, si on peut avoir votre retour d'expérience sur l'évaluation du nombre de TP pour gérer, donc j'imagine en régie ou un service de location longue durée.
Julien, tu peux commencer si… Oui, alors Gonal aura peut-être plus d'infos que moi. Ce qui est très compliqué, c'est quand même un peu comme pour le logiciel tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on n'a pas un seul service qui se ressemble et du coup, c'est très compliqué de dire si vous avez 300 vélos, on considère qu'il faut tant de personnes. En fait, ça va dépendre du dimensionnement du parc, mais aussi des services qui sont annexés. Par exemple, sur le service de vélo DA, c'était le service qui gérait la distribution des aides à l'achat. Sur UMI, il y a de la vente de titres de transport aussi, il y a un atelier grand public. Sur Chambéry, il y a tout le service de consigne qui est à côté avec un lien qui fait qu'on est ouvert de 7h30 à 19h, ce qui n'est pas le cas ailleurs. Donc en fait, c'est très compliqué pour moi d'avoir une réponse claire en disant, ben voilà, 500 vélos, tant de TP. On a trop de services annexes en fait qui tournent autour pour pouvoir apporter une réponse. Enfin, de mon point de vue, je suis un peu en difficulté. Et bah, je vais faire quasiment la même réponse que Julien. On avait un ratio sur l'étude ADEME qu'on n'avait pas sorti, je crois, qui était un ETP pour 200 vélos en gestion. Mais en fait, effectivement, les périmètres sont tellement diversifiés dans les services. Les modes de gestion sont différents. Parfois, c'est des agents qui sont mutualisés entre plusieurs services. Ça peut être la maintenance automobile, ça peut être un service de transport en commun, ça peut être un accueil commercial mutualisé avec un réseau de bus. Enfin, donc, un ratio très bancal. Voilà. Et plus les services sont petits, plus on a besoin de TP, plus ils sont gros, voilà. Et puis après, il y a des compétences qui sont très diverses entre l'accueil commercial en agence, la maintenance de vélo qui est quelque chose qui est quand même assez technique. Voilà, donc c'est malheureusement non, pas de réponse à cette question avec un Il y a ratio des, tout il y a- près. il y a des effets de seuil aussi assez significatifs. Donc, là, pour l'exemple de Vélodéa, donc sur Aix-les-Bains, ce que je disais, donc la collectivité a candidaté à Vélo 2 pour expérimenter un parc de location longue durée. Donc, il y a 100 vélos qui ont été achetés pour mettre à disposition des habitants et des salariés du territoire. Et l'objectif, c'est de voir si, avec 100 vélos, compte tenu que la collectivité finance déjà le service et les coûts liés au service, est-ce que les recettes de ces locations permettent de couvrir le coût d'exploitation, notamment par la maintenance et l'accompagnement de ces personnes-là? Et donc là, on va être sur un effet de seuil pour voir est-ce qu'on a besoin d'un mécanicien, d'un technicien cycle supplémentaire pour absorber ça, ou est-ce que, parce que les vélos sont neufs, la première année notamment, on va avoir peu de retours, et donc du coup, voilà, tout ça est vraiment très adapté en fonction du territoire. L'objectif, c'est quand même quand on a des services qui sont, je sais pas moi, inférieurs à 300 vélos ou 400 vélos, c'est quand même de mutualiser les ressources avec voilà, d'autres prestataires, d'autres services, de saucissonner la gestion commerciale, par exemple, entre la collectivité, enfin, qui va prendre en main la gestion commerciale, de passer un petit marché avec un magasin local ou Ouais. un exploitant privé. Mm. En tout cas, finalement, cette logique de TP, on ne l'utilise pas beaucoup quand on conçoit des services, nous. Euh, parce que ça marche pas. C'est plutôt sur les gros services, effectivement, qu'il y a le J2TP. Et encore, dans ces cas-là, c'est entre guillemets la sauce de l'opérateur de définir son nombre de TP nécessaire. Donc finalement, cette notion de TP, on n'utilise pas beaucoup nous, en conception de service, finalement. C'est vrai que j'ai évoqué les relais dans les communes qu'on a, notamment sur Aix-les-Bains, sur Chambéry, sur le territoire. Les élus nous ont demandé de voir comment est-ce qu'on pouvait déployer le service dans le cœur des Bauges, qui est un périmètre de parc naturel régional avec 5000 habitants, donc territoire très rural, mais qui fait partie de l'EPCI, et donc les élus avaient des attentes. Et donc on s'est appuyé là sur un opérateur privé, c'est-à-dire qu'on sous-traite avec une mise à disposition de vélos de l'agence et toute la communication dédiée et la tarification qui est celle du service. Mais par contre, on loue le vélo chez un vélociste du territoire qui effectivement permet d'optimiser les coûts pour la collectivité, parce qu'envoyer quelqu'un sur ce territoire-là, ça aurait des coûts beaucoup trop importants pour un nombre de vélos trop limité. Donc ça permet d'avoir une réponse pour l'habitant, une réponse politique aussi en termes d'équilibre territorial, et avec des coûts qui sont maîtrisés, on va dire. Parfait, ben merci beaucoup. Je vois qu'il y a aussi d'autres personnes qui continuent à poser des questions, donc c'est très bien, continuez d'alimenter le mur des questions. Peut-être on a le temps de prendre une dernière question avant de passer au sujet des aides à l'achat, puisqu'effectivement, vous l'avez mentionné, je dis tu parce que je pensais à des exemples que tu as mentionné, Julien, sur la question du stockage des vélos, qui est une question effectivement que peuvent se poser. Donc, Laure, vous précisiez également que vous étiez en train de rechercher, d'agrandir votre local pour pouvoir lier aussi avec l'atelier de réparation.
peut-être d'avoir différents retours d'expérience pour montrer tout ce qui est possible de faire et comment les différentes communes ont pu s'adapter, communautés communes ont pu s'adapter à ce besoin de stockage. Question pour Julien, du coup, ou pour moi? Comment? Pour Julien ou pour... Pour celui qui souhaite, hein, vraiment, c'est des questions ouvertes, donc celui qui souhaite... Peut-être réponse au stockage. L'objectif, en fait, c'est de ne pas stocker de vélo. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir bien préparé son service, bien communiqué dessus, avoir une bonne grille tarifaire, des bonnes formules de location, des bons vélos. Et normalement, on vise plutôt d'avoir une liste d'attente. C'est ça l'objectif du service. Parce qu'en plus, c'est vrai que c'est quand même dommage de payer des coûts de stockage de matériel alors que on peut imaginer que ces vélos soient loués. Après, il y a quand même, dans la réalité fait qu'il y a quand même du stockage qui existe. Je pense notamment à des services qui se destinent aux étudiants, donc avec des retours assez forts en fin de période, par exemple en mars, avril, à la fin de l'année étudiante. Après, c'est progressif parce qu'il y a aussi des stages, des stagiaires, donc il peut y avoir aussi un retour progressif du parc. Mais des fois, il y a des services qui font le plein en juillet-août, avec beaucoup de vélos en stock. Donc, c'est la période où, en fait, il y a une maintenance qui est mise en place préventive et tous les vélos sont contrôlés à ce moment-là. Et l'idée, c'est d'être prêt en septembre pour que tous les vélos repartent, notamment près des étudiants. On peut avoir quand même ce phénomène de stockage saisonnier, on va dire. Et après, on peut avoir un stockage inverse qui est, on a des vélos qui sortent l'été ou beau jour en zone montagneuse, zone de montagne, et puis qui re-rentrent en période hivernale. Mais après, on peut aussi envisager que le service tienne compte de ça avec des offres estivales de découverte ou touristiques et puis des offres hivernales de location longue durée, moins chères, pour que les vélos partent aussi. Ça peut se gérer, à mon sens, hein, d'un point de vue marketing. En fait, pour rebondir sur ce que dit Gwendal, c'est vrai que c'est une problématique qui est incroyable parce que effectivement, avec 350 personnes sur liste d'attente, c'est vide en pleine saison, mais comme on renouvelle la flotte et qu'on achète toujours des vélos, on les vend, on est toujours obligé de les recevoir, des fois par centaines, et, et donc d'avoir quand même 400 mètres carrés. Nous, on a aussi les scooters où ça vient. Ouais, c'est une problématique. Et puis en plus qu'il faut gérer avec la sécurité qui va avec, hein, au niveau des batteries, où c'est sensible quand même. Donc il faut, enfin, nous, par exemple, on déménage parce que là, on est au sous-sol, donc il y a des gens qui travaillent au-dessus, etc. Donc on déménage pour être un petit peu isolé entre guillemets. Ouais, c'est vrai que c'est une question, moi je trouve, qui est. Enfin, j'aimerais bien avoir des retours là-dessus, sur les armoires à batterie, etc. Enfin, pour l'instant, j'ai pas eu tellement de retours là-dessus, mais bon, là, nous, on s'isole pour pas avoir des gens au-dessus, en dessous, sur les côtés, tout en ayant tout ce qui est coupe-feu, etc. En isolant bien les vélos quand ils sont hivernés, parce que ça arrive quand même. Et mine de rien, voilà, il y a toujours un mouvement où on les reçoit, comme disait Gwendal, sur des périodes d'un mois, mais bon, un mois plus, enfin, c'est quand même récurrent. Très bien. On a la même problématique d'hivernage et de retour de vélos étudiants qui rentrent, alors nous plutôt au mois de juin et du coup avec un temps de maintenance important. Ouais. On a 3 services sur tous les services qu'on a qui sont situés en gare avec des coûts qui sont de location très importants et donc on essaie d'optimiser au maximum les mètres carrés. Donc on a systématiquement des lieux déportés qui obligent d'avoir un peu d'intendance, mais dans la plupart des lieux, on a des ateliers déportés qui fait qu'on peut aussi faire appel sur des périodes à des prestataires en mécanique en sous-traitance et qui permettent de remettre le parc en état quand on a des besoins. Donc pour tous les services, on est obligé d'avoir, même si effectivement, Jean-Jean Gwendal, l'objectif c'est bien que tous les vélos soient dehors, on a quand même des périodes soit d'hivernage un peu, soit de livraison de vélos, soit de périodes avec beaucoup de vélos à maintenir et des difficultés à tenir le parc. Et donc forcément, ça demande d'avoir des espaces de stockage et ça prend vite de la place. Donc en gare, c'est vrai que ça peut être vite problématique. Et après, il y a un truc tout simple, c'est un vélo, c'est 1 mètre carré. Parfait. Je vais du coup arrêter sur la partie sur la location, sur le chiffre, un vélo c'est 1 mètre carré. Merci pour toutes ces réponses. Je vois qu'il y a d'autres questions. On va enchaîner sur l'aide à l'achat avec la présentation de Jean-Baptiste. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions, que ce soit sur le klaxon ou sur la discussion en ligne.
sur laquelle on peut aussi répondre. Et je me tourne aussi vers Gwenda, Julien et Laure si vous voulez continuer à répondre à des questions qui sont posées par écrit. Et je laisse du coup la parole à Jean-Baptiste Gernet de l'ADMA pour nous parler des aides à l'achat. Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je vais parler des aides à l'achat de vélos à assistance électrique. Donc, moi, je suis à l'Académie des mobilités actives, qui est aussi un programme C2E qui est porté par la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette et la société Roseau. Et donc, notre but, c'est de participer à la diffusion d'une expertise autour du vélo et de la marche en France, en faisant des formations auprès de différentes cibles, dont les collectivités, des formations qui sont sans frais d'inscription, et en diffusant aussi des contenus, dont des études qu'on produit nous-mêmes. Et donc, on a récemment publié une grande étude sur le vol de vélo en France et un peu plus tôt dans l'année, une étude sur les aides à l'achat de vélos à assistance électrique dont je vais parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, les aides à l'achat, comme d'ailleurs la location de vélos à assistance électrique ou de vélos en location longue durée, elles visent au changement de comportement. Et donc, une première clé d'analyse, on va dire un peu théorique sur cette question des aides à l'achat, c'est ces escaliers que je vous projette et qui sont un résumé d'un modèle de changement de comportement qu'on appelle le modèle transthéorique. Et donc, pour résumer un petit peu, ça a été fait à la base dans les années 80 sur la question de la cigarette. Et donc, c'est adapté, c'est utilisé aussi de l'arrêt de la cigarette, donc c'est adapté et utilisé aussi sur l'arrêt de la voiture et le fait d'adopter le vélo. Et donc vous voyez qu'en fait il y a différentes étapes et l'idée c'est de montrer que il y a différentes étapes auxquelles peuvent se situer les différents individus d'un territoire. Et donc dans votre territoire, il y a une partie de la population qui va se dire je ne ferai jamais de vélo, d'autres pour lesquels le vélo c'est une possibilité, d'autres qui aimeraient essayer le vélo, etc. Et donc tout ça pour dire qu'en fait les aides à l'achat, elles vont se situer dans un continuum d'actions dans lesquelles on va aussi retrouver la location de vélos en longue durée. C'est pour faire le lien avec les sujets précédents. Et par exemple, quelqu'un qui se dit le vélo, c'est une possibilité ou j'aimerais essayer le vélo, ça va être intéressant que le territoire lui offre la possibilité de louer un vélo pour une certaine durée. Et là où c'est intéressant d'avoir une aide à l'achat, c'est peut-être entre les personnes qui aimeraient essayer le vélo et les personnes qui ont essayé le vélo pour qu'elles puissent avoir leur propre vélo sur le long terme aussi. Donc, c'est pour montrer que ces actions d'aide à l'achat, elles peuvent être complémentaires des actions de location de vélo longue durée. Et il y a un continuum un peu entre différentes actions que peuvent mener les collectivités. Le deuxième élément un peu théorique sur le vélo à assistance électrique et puis les aides à l'achat, c'est pourquoi au final sur un territoire ou en France au niveau d'un pays, on devrait aider les gens à acheter un vélo à assistance électrique. Et pour ça, on a repris dans cette étude un peu une courbe qui est classiquement utilisée dans les questions par exemple, de diffusion, d'innovation ou de marketing, qui est pour montrer qu'en fait, au début de la diffusion d'un produit, il y a les pionniers, les innovateurs, les adopteurs précoces qui vont acheter un vélo à assistance électrique parce qu'ils n'ont pas de barrière, par exemple, sur le prix. Ils sont fans de technologie, ils aiment les nouveautés, donc ils vont acheter ces vélos à assistance électrique. Mais tout le monde ne peut pas se le permettre. Et en fait, l'enjeu, c'est pour que dans une population, la pratique, elle se diffuse et qu'il y ait un maximum de vélos à assistance électrique, il faut que ceux qui l'adopteront en dernier aient comme référence des gens qui leur ressemblent, et donc pas forcément des innovateurs. Et donc, le but d'une aide à l'achat de vélos à assistance électrique, ça peut être de franchir ce fossé qu'on a souvent dans la diffusion d'une innovation. Et soit on franchit ce fossé et on a un nombre suffisant de personnes dans un territoire donné qui ont un vélo à assistance électrique et ça sert d'exemple pour tout le monde et d'exemple qui parle aux gens, soit on n'arrive pas à le franchir et l'innovation va rester cantonnée à une minorité de la population. Donc ça peut être une des explications de mise en place de l'aide à l'achat de vélos à assistance électrique. Et je vais parler aussi dans ces éléments un peu théoriques des questions d'effet d'aubaine et d'effet de prix. Alors, vous avez un schéma qui va s'animer là à la droite de l'écran avec en abscisse un nombre d'aides à l'achat sur le territoire et en ordonnée le nombre de ventes de vélos à assistance électrique. Et donc, dans n'importe quel territoire, on va avoir un minimum de ventes de vélos à assistance électrique qui existent, même si on n'a pas mis en place une aide à l'achat de vélos à assistance électrique. Et quand on met en place une aide à l'achat de vélos à assistance électrique, on va avoir pour chaque aide qui est distribuée une augmentation des ventes sur le territoire. Et donc, on va pouvoir atteindre un nombre de ventes et d'usage du vélo à assistance électrique
plus important sur le territoire. Mais vous l'avez peut-être deviné, entre les deux, il y a l'effet d'aubaine, c'est-à-dire qu'un territoire, s'il ne met pas de conditions à ses aides à l'achat, eh ben, il va financer des achats de vélos à assistance électrique qui de toute façon auraient eu lieu parce qu'il y a des personnes qui de toute façon sont prêtes à acheter des vélos à assistance électrique et d'autres qui n'y sont pas prêtes si elles ne sont pas aidées. Et donc, ça va être la différence entre d'un côté l'effet d'aubaine, les ventes qui auraient lieu de toute façon, et de l'autre, le véritable effet d'une aide à l'achat de vélos à assistance électrique. Et donc, c'est pour montrer que l'intérêt, je crois que ça a été posé un peu dans les différentes questions qu'il y avait déjà sur les aides à l'achat, c'est que le fait de conditionner notamment une aide à l'achat avec une condition de revenu, eh ben, ça va permettre de gommer un peu cet effet d'aubaine et de continuer à avoir des gens qui achèteront le vélo à assistance électrique dans tous les cas et d'aider à partir du moment où ça aide vraiment à la décision d'achat, donc pour éviter un peu cet effet d'aubaine de l'aide à l'achat de vélo à assistance électrique. Il y a un autre effet sur lequel je reviendrai tout à l'heure et qu'on craint un peu quand on met en place une aide à l'achat de vélo à assistance électrique. Ça va être la question en fait de l'inflation et du prix qui va augmenter, c'est-à-dire est-ce qu'au final le prix du vélo à assistance électrique ne va pas être plus cher avec l'aide parce que les vendeurs de vélos vont profiter d'une aide par exemple de 500 € pour vendre leur vélo 200, 300 ou 400 € plus cher à modèle constant et à qualité du vélo constante. Donc c'est une question à laquelle je vais répondre tout à l'heure. Et donc, on a fait pour cette étude sur les aides à l'achat à l'ADMA, on a un peu recensé les différentes aides qui pouvaient exister. Pour ça, on s'est appuyé sur un outil en open source qui est mesaidesvélos.fr. Donc, c'est un site qui a été développé par un citoyen qui avait vu lui-même qu'il y avait une carence un peu d'informations sur le sujet et qui a rassemblé un peu de manière participative un recensement un peu des aides qui existent dans les différents territoires. Tout ça pour dire que l'ADEME, au début, et le bureau d'études Indigo, dans une étude sur les services vélo en 2015, avait recensé 36 aides locales. Dans l'actualisation de cette étude en 2020, qui est parue en 2021, il y avait 152 aides locales. Et nous, dans ces données un peu open source sur lesquelles on s'est appuyé, il y avait 237 aides locales. Donc, il y a un développement, en fait, même si notre recensement il n'est pas exhaustif, mais un développement des aides à l'achat de la part des collectivités locales sur le territoire. Et aujourd'hui, on a 40 millions de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, sont couvertes par une aide locale sur leur territoire. Ça peut être des aides de la commune ou intercommunale pour 10 millions de personnes qui bénéficient uniquement d'une aide de ce niveau de territoire. Et ça peut être aussi un cumul d'aides quand il y a, par exemple, sur un même territoire, un département et une commune ou une intercommunalité qui met en place une aide à l'achat. Et avec une nouveauté ou une actualité assez récente avec le projet de loi finances rectificative en 2022, qui est que auparavant l'État a pendant un certain nombre d'années conditionné le fait de verser une aide de la part de l'État au fait que la personne bénéficie d'une aide sur le territoire, ce qui a pu d'ailleurs motiver une partie des collectivités à mettre en place une aide locale pour permettre à leurs habitants d'avoir aussi une aide de l'État. Et donc la loi de finances rectificative de 2022 a mis fin à cette condition et donc on peut aujourd'hui bénéficier du bonus VAE de l'État sans la condition de cumul avec une aide locale. Donc ça va aussi peut-être changer les comportements des collectivités dans la mise en place de ces aides. On a analysé à partir de ces 237 aides un peu quelles étaient les tendances de ces aides locales et les pratiques, les bonnes pratiques qui pouvaient exister sur les territoires. Et donc, il y a une petite moitié des aides qui ne mettent en place aucune condition. Donc, ça renvoie à ce que je montrais auparavant sur la question d'encadrer ou de limiter ou pas l'effet d'aubaine. Et il y a un dispositif d'aide sur 4, donc environ un quart des dispositifs d'aide qui mettent en place une condition de revenu. Donc, c'est ce qui est en rouge orangé ici, les 20,3%. Et puis ici, les aides qui cumulent deux conditions, la condition de revenu et la condition un peu territoriale ou locale sur laquelle je reviendrai. Et donc, sur la condition de revenu, on a trouvé qu'il y avait deux modèles différents de conditions de revenu, une condition limitative et une condition additive. Donc, la condition limitative, c'est le fait qu'une collectivité va exclure une partie des ménages qui vont être situés au-dessus d'un certain seuil de revenus, ce qui fait pas mal écho au fait que l'État, lui aussi, cible ses aides d'achat de vélos à assistance électrique sur certaines conditions de revenus ou en dessous de certains seuils de revenus. Et il y a aussi une condition additive qui est le fait qu'il y a des collectivités qui mettent en place une aide entre guillemets universelle puisqu'il n'y a pas de condition de revenus pour avoir accès à cette aide. Par contre, on ajoute un montant supplémentaire pour les personnes les plus défavorisées qui sont en dessous
d'un certain seuil de revenus. Donc, ce critère de revenus, il peut jouer dans les deux sens, soit exclure une partie, les plus riches, par exemple, les plus aisés d'un territoire, soit toucher tout le monde, mais donner un bonus encore plus important en dessous de certains seuils. Et un autre phénomène qui d'après nous, monte en puissance et qu'on a constaté sur cette étude par rapport à ce qui avait été produit auparavant par l'ADEME et Indigo et les études que j'ai citées, c'est ce critère, un peu cette clause locale qui au final est encore plus importante que la clause de revenus, c'est-à-dire que c'est peut-être une condition qui parle encore plus aux collectivités que la clause de revenus. Et donc, soit c'est un critère territorial et on limite l'achat à un territoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas acheter le vélo en dehors du territoire, soit c'est un critère partenarial, donc on fait un partenariat avec des magasins de vélo qui peuvent parfois être en dehors du territoire, et la personne dans la collectivité peut uniquement acheter le vélo auprès des partenaires de cette aide. Et un élément qui fait aussi écho à la location, hein, je trouve que c'est un peu la même chose, c'est qu'on a une diversification des types de vélos. Et donc là, vous avez à la fois la part d'aide à l'achat de vélos à assistance électrique qui sont aussi ouvertes à d'autres types de vélos. Et puis l'aide médiane qui est proposée, qui est plus importante pour les vélos cargo ou les vélos adaptés, puisque c'est des vélos plus chers. Mais en tout cas, il y a un quart des aides à l'achat de vélos à assistance électrique qui sont aussi ouvertes aux vélos classiques et qui sont aussi ouvertes aux vélos cargo. C'est un peu moins important, par exemple, pour le rétrofit, où il y a 10% des aides qui concernent aussi le rétrofit. Et pour finir, on a dans cette étude que vous pourrez consulter, analysé 3 territoires en particulier, parce qu'on trouvait qu'ils répondaient un peu à des questions qu'on peut se poser dans la mise en place de l'aide à l'achat de vélos à assistance électrique. Le premier, c'est Nevers Agglomération. Ce qui est intéressant sur ce territoire et un peu frappant, c'est qu'ils ont limité le prix des VAE qui peuvent être concernés par l'aide à l'achat à 1 650 €. C'est frappant parce qu'aujourd'hui, le prix moyen d'un VAE en France, il est un peu en dessous de 2 000 €. Donc, dire qu'on aide seulement les vélos qui coûtent moins de 1 650 € à l'achat, ça pose une condition un peu forte sur le territoire, mais ça peut être un moyen qu'on voulait mettre en avant, justement, de limiter un peu l'effet inflationniste des prix des vélos à assistance électrique. On peut aussi discuter parce que ça limite aussi la qualité de ces vélos, mais en tout cas, c'est un moyen de s'assurer de manière certaine que les prix ne vont pas augmenter sur le territoire. Un autre exemple qui est intéressant, c'est la communauté de communes du Grand Albigeois, donc dans le Tarn. Intéressant parce que c'est un projet, alors il y a un poste de chargé de mission qui a été financé par le premier programme à vélo, et donc le chargé de mission au sein de la collectivité a aussi été missionné pour mettre en place des cours de vélo-école ou des mini-stages de circulation en ville. Donc ce qui est intéressant et assez unique sur cette aide, c'est que l'aide est conditionnée au fait de passer un stage d'apprentissage du vélo à assistance électrique, un stage de 3 heures, pour apprendre à circuler en ville. Et donc, vous avez les chiffres sur l'année 2022 qui n'étaient pas tout à fait clôturés, mais globalement, ils ont dû atterrir à peu près 650 personnes. Donc, sur 700 personnes qui demandent une aide, il y en a 650 à peu près qui passent effectivement un stage et qui ont accès à cette aide. Et donc, c'est la garantie pour le territoire qu'ils aident à l'achat de vélos à assistance électrique pour des personnes qui auraient été familiarisées à cet objet, autrement que par la location longue durée, et donc qui seront aussi plus à l'aise pour rouler. On est peut-être plus sûr que ces personnes vont rouler plus souvent avec ces vélos à assistance électrique. Et un dernier exemple sur lequel Julien reviendra peut-être et il donnera aussi des précisions dessus, parce que c'est un programme sur lequel l'Agence d'Écomobilité a été missionnée pour la communauté d'agglomération de Grand Lac. C'est le système d'aide à l'achat de Grand Lac. Rapidement, il y a 2 éléments qui sont intéressants d'après nous sur ce système. Le premier, c'est les bons d'achat. C'est le fait qu'en fait, les personnes qui vont bénéficier de l'aide n'ont pas à acheter le vélo et ensuite à se faire rembourser une aide. Au contraire, elles déposent un dossier auprès de la collectivité et ensuite elles reçoivent un bon d'achat, et avec ce bon d'achat elles vont chez un Vélo6 partenaire, elles achètent un vélo, et donc c'est le Vélo6 qui est remboursé du montant de l'aide à l'achat du vélo à assistance électrique, et c'est pas l'usager qui a besoin d'avancer ce montant. Et pour finir, un élément intéressant aussi de recul sur cette aide et sur la mesure de l'effet d'aubaine, c'est que dans les chiffres qui nous ont été communiqués, ça fait partie des questions qui sont intéressantes à mon avis à poser aux personnes à qui on verse l'aide, c'est-à-dire dans les questionnaires d'usage qu'on peut leur adresser. C'est aussi savoir la
part de personnes qui auraient acheté ou pas un vélo à assistance électrique sans bénéficier de cette aide. Et donc, sur ce territoire, ils se sont rendus compte qu'en 2 ans, ça baissait pas mal, hein, de l'ordre de 70% à 45% de personnes qui n'auraient pas acheté le vélo si elles n'avaient pas eu l'aide. Et donc, ça peut être un indicateur. Si on met en place une aide sur 4 ou 5 ans, par exemple, si ce taux il baisse, on peut comprendre qu'il y a un effet d'aubaine de plus en plus important de cette aide. Et donc, que l'aide va peut-être être importante au début pour toucher des personnes qui n'achèteraient pas de vélo sans l'aide. Et au final, quand on a touché un certain nombre de personnes sur le territoire, cette aide, elle va être moins efficace et elle va être moins utile. Et donc, ça peut faire partie des questions qu'on se pose et des évaluations qu'on pose à cette aide à l'achat qui n'est pas éternelle par définition dans le temps. Et pour finir, c'est un peu un schéma de principe que vous retrouverez dans l'étude, mais c'est un peu en fonction des objectifs qu'on peut se fixer au niveau d'une collectivité, et bien différentes questions ou différents critères qu'on peut poser sur cette aide à l'achat. Par contre, par exemple, sur le parcours usager, le fait d'avoir des bons qui est plus simple pour les personnes. Sur la maîtrise du prix, j'ai parlé du prix d'achat plafonné. On peut aussi suivre l'évolution du prix dans les commerces et les vélocis. Je crois que c'est ce qu'a fait l'agence d'écomobilité d'ailleurs sur le dispositif de Grand Lac, ce qui permet aussi de voir s'il y a un effet inflationniste ou pas. Mais en tout cas, ce schéma, il permet un peu de synthétiser un peu toutes les questions qu'on peut se poser sur l'aide à l'achat et les critères qu'on peut mettre en regard de ces questions. Un grand merci Jean-Baptiste pour cette présentation. Alors, je vais commencer tout de suite par une question donc, de Julien Vieille. Pour les partenariats avec des vélocistes, comment se prémunir de partialité? Alors, j'avais éteint mon micro, j'essaie de le rallumer. Alors, nous, en fait, ce qu'on a distingué, c'est 2 types de clauses locales, on va dire, la clause territoriale et la clause partenariale. Alors, je me garderai bien de faire une analyse juridique. Je pense que dans chaque collectivité, elle pourrait être un peu différente. Mais nous, ce qu'on a compris de nos échanges avec les collectivités, c'est que la clause partenariale, c'est-à-dire fixer une règle du jeu au début et mettre en place des critères, comme par exemple le fait que le vélo qu'on va subventionner puisse être réparé sur le territoire auprès d'un commerçant et d'un vélociste, c'est un critère qui est valable. Et quand on pose des éléments un peu plus arbitraires qui sont juste les limites territoriales de la collectivité, c'est un critère qui est un peu plus sujet à interprétation. Donc, pour se prémunir un peu de ces éléments-là, le mieux, c'est d'avoir des clauses un peu plutôt partenariales et de poser des critères avant la mise en place de l'aide. Merci beaucoup Jean-Baptiste. Alors, c'est des questions qui pour l'instant ont été posées dans le chat. On reviendra ensuite sur les questions du klaxon. On va juste relaisser la parole à Julien Magnier de l'agence Écomobilité que tu as également mentionné pendant ta présentation pour que tu puisses, Julien, nous présenter. Je te laisse du coup projeter ton écran. Oui, alors ça sera qu'une slide et ça sera vraiment rapide, mais pour compléter sur ce que disait Jean-Baptiste et illustrer effectivement sur l'opération de Grand Lac et puis aussi illustrer avec celle du Grand Annecy pour savoir ce qui a été mis en place. Et encore une fois, c'est vous donner quelques briques d'infos pour que vous sachiez voilà, ce qui est mis en place et ce qui existe. On anime 2 dispositifs donc pour le compte du Grand Annecy et de Grand Lac assez similaires sur ce qu'a expliqué Jean-Baptiste d'un principe d'aide à l'achat avec un principe de bon. Ce qu'a pas dit Jean-Baptiste sur l'opération de Grand Lac qui à mon avis était aussi intéressant, c'est que l'agglomération a proposé qu'il y ait un guichet unique. Donc les personnes venaient à Vélo.DA retirer leur aide à l'achat avec un bon immédiat. Et ce qui est intéressant, c'est que la collectivité a proposé aux communes de rentrer dans le dispositif. En fait, avant le démarrage de l'aide, il y avait déjà des communes qui distribuaient des aides. Il y en avait 4 ou 5 de mémoire. En fait, d'année en année, ça a grossi. Et l'année dernière, qui était la dernière année de l'opération, puisque ça s'est arrêté en 2022, on avait sur les 28 communes de l'agglo, je crois de mémoire, 22 qui complétaient avec une aide communale. Donc, vous aviez vraiment un effet financier important. Et donc, vous veniez, vous récupérez votre bon et vous avez 2 mois pour l'utiliser. Ce que disait Jean-Baptiste, c'est vrai, c'est qu'on s'est rendu compte au fil des ans que plus l'opération avançait, ça a été mis en place en 2018, plus on avançait, plus on avait un effet d'aubaine important. Et donc, les élus ont fait le choix de dire, puisqu'on arrive à un niveau aujourd'hui où on a un effet d'aubaine assez important, on va redistribuer cette aide-là, ce montant sur des nouveaux dispositifs. Donc, c'est ça qui a permis de mettre en place le savoir rouler à vélo notamment. Donc, on reste sur des enveloppes qui restent dans le domaine de la mobilité et puis sur de la location longue durée que j'ai présenté juste avant. Mais vous avez là quelques éléments chiffrés. Donc, sur Grand Lac, c'était assez ambitieux puisqu'on est sur une agglo, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et on avait 1500 aides qui avaient été distribuées, donc 850
50 qui sont des aides d'agglomération, le reste étant des aides communales. Donc, pour une agglo de 76 000 habitants, je crois que c'était une enveloppe de 180 000 € qui était mise dessus. Donc, c'était assez ambitieux. Ce qui était intéressant, c'était l'âge moyen des bénéficiaires. On est à 52 ans avec un usage utilitaire à 61% et un report modal vraiment important à 70% des salariés qui voulaient faire plusieurs fois par semaine leur trajet en vélo plutôt qu'en voiture individuelle et 70% d'actifs contre 30% de retraités, demandeurs d'emploi, etc. Donc, et puis avec un impact sur le territoire, là, la collectivité avait décidé de conventionner avec des vélocistes, 23 vélocistes du territoire et en dehors. Il y avait eu le débat politique de dire qu'il faudrait qu'on arrive à le limiter à uniquement les vélocistes du territoire pour que économiquement, ça génère un chiffre d'affaires important pour les acteurs du territoire et pas à l'extérieur. Juridiquement, ça avait posé beaucoup de questions, donc ça avait été ouvert en tout. Et en fait, on s'est rendu compte que malgré tout, 80% des personnes achetaient leur vélo à assistance électrique sur le territoire sur lequel ils habitaient. Donc en fait, la volonté politique était respectée sans forcément contraindre le territoire des bénéficiaires. Et puis l'autre dispositif, c'est celui du Grand Annecy qui fonctionne de la même manière, si ce n'est que là, ils n'ont pas besoin de venir chercher un bon, c'est dématérialisé, où ils peuvent venir chercher un bon lors de permanence, mais tout est dématérialisé. En fait, le Grand Annecy est parti du constat qu'à un moment, ils avaient autant de personnes en liste d'attente sur la location de vélos longue durée que de vélos qui étaient sur le territoire en circulation. Donc, ils ont augmenté la flotte. Ils sont aujourd'hui à 2500 vélos qui sont en location longue durée sur le territoire du Grand Annecy. Et ils sont encore aujourd'hui à 1000 personnes en liste d'attente pour avoir des vélos. Donc, les élus ont dit il faut qu'on arrive à convaincre ceux qui ont les moyens d'acheter un vélo assistance électrique de ne pas rester sur la liste d'attente ou de rendre leur vélo pour acheter un vélo assistance électrique. Donc, il y a une aide qui a été mise en place. Avec une enveloppe de 500 000 € d'aide pour l'agglomération et avec la particularité, autant sur Grand Lac, c'est une aide uniquement pour du vélo assistance électrique et quels que soient vos revenus, c'était une aide de 250 € au départ qui est passée à 200 puis 150 la dernière année. C'était 150 pour tout le monde, que vous soyez au revenu ou que vous soyez demandeur d'emploi. Le Grand Annecy a fait le choix de mettre des critères et d'ouvrir plus largement. Donc, vélo assistance électrique d'occasion, vélo classique neuf, remorque, vélo cargo, vélo pour personnes à mobilité réduite. Donc, c'est vraiment tout type d'équipement vélo. Alors, dans les faits, 80% sont des aides sur du vélo assistance électrique, mais malgré tout, en termes de communication, il y avait vraiment la volonté de montrer que c'était accessible pour acquérir tout type de matériel. Et là, on a 40% des bénéficiaires qui ne seraient pas passés à l'aide à l'achat sans l'aide. 60% sont des femmes et 41% des usages passeront de la voiture à leur achat. Donc, on se rend compte qu'on est sur une action qui, en termes d'investissement pour la collectivité, est assez mesurée par rapport à l'impact que ça peut avoir en termes de report modal. Et juste, ils ont mis des critères en termes de revenus en se basant sur l'aide de l'État. Je m'étais noté pour ne pas vous dire d'erreur. Ouais, j'avais regardé les seuils actualisés, ils sont dans l'étude, donc je peux peut-être les expliquer, les seuils de l'aide de l'État. Ouais. Ouais. Et donc, le Grand Annecy, donc on était sur un seuil à 13 500 à l'époque de revenu fiscal de référence par part. C'est passé à 14 000, je crois. Et on était à 35% des personnes qui étaient dans ce cas-là sur le Grand Annecy. Ils avaient mis un seuil entre 13 et 18 000 € par part. Et donc là, c'était 20% et 45% qui étaient au-dessus de 18. Donc, même sur un territoire, le Grand Annecy, où on est plutôt sur un territoire avec des CSP+, on se rendait compte que la distribution de l'aide avec un montant important pour des plus bas revenus avait quand même une efficacité. Voilà. Merci. Oui, il y avait une question sur les seuils au début. Alors, les seuils précis sont dans l'étude, mais globalement, l'ordre de grandeur que Julien a donné au niveau national, c'est le seuil de 14 000 € de revenu fiscal de référence. Il y a 50% des ménages qui sont au-dessus et 50% en dessous. Et un autre seuil qu'on entend souvent, qui est autour de 6 000 €, il y a 20% des ménages qui sont en dessous de ce seuil. Et c'est des seuils qui sont souvent utilisés pour cibler les ménages dans les aides à l'achat. Est-ce que je peux ajouter un point là-dessus ou pas ? Alors, un dernier point, oui, on a le temps pour un dernier point, Gwendal. Il y avait une donnée qui me paraissait intéressante, c'était les distances parcourues par les bénéficiaires d'aide à l'achat de vélo assistance électrique qu'on avait recensé dans l'étude ADEME. Donc, c'était 2300 km par an parcourus par un bénéficiaire. Donc, c'était des scores qui étaient quand même assez élevés. Voilà, c'est quand même une mesure qui est assez engageante. Je reprends le graphe de Jean-Baptiste par rapport au changement d'habitude. On se situe vraiment à la fin vers un public qui y va, ça y est, qui fait la démarche de devenir cycliste au quotidien. Et puis, il y avait un deuxième point, et puis je l'ai oublié. Mais j'avais un deuxième point, je ne sais plus ce que c'était. Ouais, c'est pas grave. Mais en tout cas, il y avait au moins cette distance qu'il fallait avoir en tête, je pense, c'est important. Plus, il y a vraiment la question sur
sur ce qu'on disait sur des personnes qui seraient passées sans l'aide à l'achat. Et juste pour le territoire de Grand Lac, quand l'opération a démarré en 2018, on était plutôt autour de 75% des personnes pour qui ça a été un élément déclencheur. À la fin de l'opération, on était à 40%. Là, sur l'année 2022, on est passé de 45 à 40. Et donc, c'est ce qui a poussé les élus à dire qu'ils savaient probablement impulser une dynamique. On a eu ce que disait Jean-Baptiste, hein, les effets indirects d'acquisition qui sont faits des fois sans l'aide, mais bouche à oreille ou par l'essai ou par le test, parce qu'on parle vélo assistance électrique, par des opérateurs qui se développent, enfin des commerçants qui se développent et avec une gamme beaucoup plus importante. Enfin, on a eu des effets vraiment significatifs et en fait, les élus sont partis du constat que ça avait déclenché la dynamique, que la collectivité était là pour lancer cette dynamique depuis 2018 et que maintenant on est sur un niveau d'acquisition qui est vraiment important par rapport le taux d'équipement pour la population était selon eux suffisamment important pour redéployer sur d'autres actions d'accompagnement plus ciblées. Je rebondis juste sur ce point. Pareil, Grand Lac avait le record de France du nombre d'aides par habitant. Oui, je crois. Et de loin, je crois, je sais plus, c'était énorme le score. On était sur 4 ou 5 fois ce qu'on rencontre habituellement. Donc, vous étiez sur un territoire très spécifique. Deuxième point, c'était l'évolution de la typologie des bénéficiaires entre 2017 et 2020, je crois. Nous, ce qu'on avait remarqué, c'était qu'en fait, les bénéficiaires d'aide à l'achat ressemblaient de plus en plus à la population française. Beaucoup plus jeunes qu'au début. Au début, il y avait beaucoup de personnes âgées, des seniors qui bénéficiaient d'aide à l'achat, beaucoup plus masculins aussi. Et en fait, tout ça, ça s'est beaucoup déplacé et on avait quasiment une photographie de la population française avec des 20-40 ans plus nombreux, moins de seniors, plus de femmes. Donc, on va dire que l'aide à l'achat, on était sorti des seniors plutôt en montagne pour aller vers finalement quelque chose qui ressemblait beaucoup à la population française. Donc, c'était assez encourageant aussi. Juste sur l'effet des aides aussi, alors je suis souvent attaché à la volonté politique. On est sur une action qui a vraiment profité à l'ensemble des habitants d'un territoire. Et ça, quand on parle compétences mobilité, on est souvent sur des EPCI où les maires de communes rurales peuvent se plaindre d'être membres de l'EPCI sans avoir forcément des retours en matière d'offres de mobilité. Et en fait, politiquement, ça avait un intérêt aussi de montrer que l'aide de la collectivité pour développer la mobilité, elle concernait l'ensemble du territoire. Et en fait, comme le graphique a présenté tout à l'heure Laure, je crois, et ben en fait, on se rend compte qu'on avait une aide de la collectivité qui profitait vraiment à l'ensemble des habitants et pas uniquement à la ville-centre ou aux bourgs les plus proches et les plus denses. Et donc, ça a aussi cet intérêt-là d'amener une offre de mobilité sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup à vous trois pour tous ces éléments ajoutés qui, effectivement, répondent à mon avis, à de nombreuses questions que se posent les collectivités. Thomas a complété le tableau Klaxoon auquel vous aurez accès. On vous redonnera le lien et la photographie, le support de présentation qui diffuse avec des réponses donc, aux questions qui ont été posées. Thomas, je ne sais pas si tu veux rajouter un mot. Juste, donc oui, on a essayé de tirer la substantifique moelle de nos intervenants et des interventions pour lesquelles on les remercie encore. Donc vous avez des éléments de réponse au tableau. Il y a peut-être une question quand même auquel il pourrait y avoir encore quelques réponses. C'est la question d'autres critères de conditionnement que le revenu fiscal pour donner l'aide. Avec cette question aussi qui est posée, peut-on attribuer une aide à l'achat uniquement si la personne a déjà utilisé un service de location de longue durée? Est-ce que vous avez des choses, des commentaires, des retours à faire sur ces deux questions? On en a eu dans l'étude ADEME. Je ne saurais plus vous dire quel territoire, mais en tout cas, il y avait au moins un ou deux territoires qui avaient cette condition pour bénéficier de l'achat. Merci beaucoup, Gwendal. Très bien. Mais, donc on va s'arrêter là pour les questions. N'hésitez pas. Donc merci à tous, déjà à tous nos intervenants pour vos riches retours d'expérience et votre expertise sur les sujets de location longue durée sur lesquels, d'après vos premiers retours au questionnaire, donc je vois qu'effectivement ça répond à pas mal de questions pratiques que vous posez actuellement sur la mise en place de la location longue durée et sur la complémentarité ou le service supplémentaire de l'aide à l'achat. Donc n'hésitez pas non plus à répondre effectivement
effectivement à ce petit questionnaire dont je vous ai mis le lien et je vous le retransférerai par mail. On vous remercie effectivement pour toutes vos questions qui ont été posées. Et en ce qui concerne du coup le prochain webinaire, on vous annonce effectivement la prochaine date qui aura lieu le 20 juin 2023 pour un prochain webinaire qui abordera cette fois-ci d'autres services vélo que sont les ateliers de réparation et la remise en selle qu'on abordera à l'occasion. Voilà, nous remercions et je laisse la parole de conclusion à Mathilde Pavageau-Moncheron de l'ADEME. Merci beaucoup Marie. Je remercie également tous les intervenantes de ce jour pour tous leurs conseils, leurs recommandations, leurs témoignages qui sont, comme on le voit, précieux, puisque cette thématique a été quand même une deuxième fois déclinée. Donc, c'est dire qu'il y avait un besoin à ce sujet. Alors, comme on l'a vu, en fait, les facteurs à prendre en compte pour mettre en œuvre un service vélo qui répond à un besoin ou qui est à l'origine du besoin sont nombreux, donc savoir dimensionner en fonction du périmètre concerné, le nombre d'habitants, la taille du parc, le type de vélo, le coût du service, les conditions de revenus, etc. Et pour les territoires qui envisagent la mise en œuvre d'un service, donc on le voit, ces témoignages mettent en évidence que déployer un service de location longue durée doit impérativement faire l'objet d'une importante réflexion en amont, puisqu'il n'existe pas un service type, mais une multitude de possibles, et chacun possède des caractéristiques données et de nombreuses variables, que ce soit, on a vu, le nombre de vélos, le format, la location humanisée, le nombre de TP, le type de logiciel de gestion, par exemple. Donc, on voit aussi que la question de la communication ne doit pas être minimisée, ainsi que l'intérêt du portage par les élus, par les parties prenantes. Et par ailleurs, les enseignements issus de cette étude de l'ADMA confirment l'importance de la question des changements de comportement, la pertinence justement de l'aide à l'achat comme outil pour y contribuer, et par extension, pour pérenniser la pratique quotidienne du vélo, voire, si j'ai bien compris les conclusions de l'analyse de M. Magnès, de désengorger même un service. Donc, en définitive, ces deux services sont des signaux forts et révélateurs d'une volonté de développer les mobilités actives. Et si vous voulez passer directement à la pratique, je fais une petite promotion pour les futures sessions de la formation du CEREMA Construire votre politique cyclable qui a en juin. Donc, vous retrouverez toutes les informations sur l'espace collaboratif. Mais c'est l'occasion justement de se rendre dans les territoires qui ont mis en œuvre un service de location et de voir un petit peu ce qu'ils ont pu mettre en place. Voilà, je vous remercie toutes et tous à nouveau pour votre participation, votre présence et pour la richesse de ce webinaire encore une fois, et je vous souhaite à chacun une très bonne fin d'après-midi. Et on se retrouve au plus tard le 20. Bonne journée. Au revoir.